Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 23 février 2026. Nous sommes de retour après 2 semaines. Je m'excuse. Je vous avais prévenu que je risquais de ne pas pouvoir faire des podcasts pendant 10 jours. Ça a effectivement été le cas puisque je suis arrivé en vacances. J'ai testé la connexion internet et elle m'a dit non, tu vas pas faire des podcasts. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu de podcast pendant 2 semaines. C'était la trêve, c'était mes vacances exactement. Et c'était un peu trop compliqué pour moi d'organiser ça. On est trois ce soir, on est de retour. Bonsoir Daryl, normalement il est là. Salut Philo, salut tout le monde. Et Blaise aussi est là, normalement. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, merci, je suis très content de vous retrouver. Mathieu, normalement, sera là pour le débrief jeudi du PSG Monaco. Voilà, il pouvait pas ce soir. En tout cas, ça fait très plaisir de vous retrouver, effectivement, vous tous, le live, les auditeurs et tout, puisque ça m'a aussi un peu manqué. Non, j'ai pas de pince à linge sur le nez, mais c'est peut-être l'installation qui est un peu différente de d'habitude, je suis désolé. T'as profité des matchs comme nous au moins sans sortir? Ah non, 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 j'ai travaillé sur les matchs. Quand je suis en vacances, je gère les matchs quand même. Donc je gère 10 ou 12 articles autour du match. Et je travaille pendant 7 heures d'affilée sans, sans boire, sans manger. Voilà. Enfin, si je bois un peu, mais je mange pas en revanche. Donc non, non, c'est ce que j'appelle des vacances, c'est que j'ai pas géré le site au quotidien et j'ai pas fait de podcast, c'est tout. Voilà. Mais oui, je vous avais dit qu'on serait de retour normalement le 23. Le dernier podcast qu'on a fait, pour tout vous dire, pour regarder la dernière image, c'est Roberto De Zerbi en entraîneur de l'OM. Il paraît qu'il s'est passé deux trois trucs depuis, mais on va en parler ce soir. En fait, on va faire en deux parties. Première partie, on va revenir sur les derniers matchs. Ça va Rennes, barrage aller Monaco, Metz. On va parler un peu de ce qui nous a plu et pas plu d'un point de vue collectif et individuel. Euh, et ensuite, on fera une preview un peu du barrage retour contre Monaco, puisque c'est quand même le gros match de la semaine. Ça a lieu mercredi, donc on aura de quoi faire une preview. Blaise, Daryl, sur ces trois derniers matchs, donc les trois derniers matchs dont on va parler, c'est la défaite 3-1 à Rennes, la victoire 3-2 à Monaco et la victoire 3-0 contre Metz. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'ensemble? Qu'est-ce qui vous a déplu d'un point de vue collectif? Tout ça. Oui, Blaise. Ouais, même avant de démarrer sur le terrain, il y a quand même des choses assez positives puisque même s'il y a une défaite à Rennes, on en parlait rapidement avant le podcast, il y a quand même la reprise de la tête de la Ligue 1 et on est plutôt en position favorable avant le match retour. Donc déjà, au niveau global, globalement sur les résultats, bah, c'est plutôt une période qui s'est avérée assez positive, même si le match de Rennes, effectivement, peut changer la perception pour beaucoup du moment de la saison. Mais pour rentrer un peu plus effectivement sur le terrain et pas dans les performances, on va dire, individuelles en nommant les joueurs, mais je trouve que malgré la défaite à Rennes, malgré la première demi-heure à Monaco, je trouve que globalement, on revoit des joueurs avec des jambes, on revoit une équipe qui a du physique et qui a la capacité, pardon, pour produire des efforts pendant la durée d'un match. Et je trouve que à l'abord de ce qui est le moment qui réveille peut-être cette équipe-là, et ça depuis la première saison de Luis Enrique, moi je trouve que c'est plutôt positif, avant même de parler des prestations et du terrain. Ouais, effectivement, en fait, c'est marrant, c'est que entre temps, on a perdu la tête de la Ligue 1, on l'a reprise. Bon, c'est vrai que la défaite à Rennes, c'est un peu une anomalie. On me dit sur F, c'est une anomalie statistique. Oui, bon, ils marquent 3 buts avec pas grand-chose et finalement ils arrivent à s'imposer. Nous, on rate énormément d'occasions. Mais c'est vrai qu'au moins, le PSG a de nouveau l'intégralité de son destin entre ses mains. Alors, même en étant deuxième, techniquement, il l'avait encore puisqu'il y a un lance PSG au programme qui aurait permis de repasser devant. Mais c'est vrai que là, tu as repris la tête parce que Lens a quand même pris un gros coup sur la caboche en perdant 3-2 à domicile en ayant mené 2-0. Et en plus, ils ont un calendrier assez difficile. Dans les 5 prochaines journées, ils vont aller à Strasbourg, ils vont aller à Lorient, qui est quand même devenu une très bonne équipe, ils vont aller à Lille, ils reçoivent Metz et ils reçoivent je sais plus qui est le cinquième, tandis que nous, on a un calendrier beaucoup plus facile puisqu'on va au Havre, ça c'est compliqué. Ensuite, on reçoit 3 fois, on reçoit Monaco, on reçoit Nantes
et on reçoit Toulouse, et l'autre déplacement qu'on a, c'est à Nice. Donc globalement, à la fin du mois de mars, tu peux avoir fait un vrai bel écart sur Nice. Sur Lens, qu'est-ce que je vous raconte? Sur Nice, ça fait un bon moment que l'écart il est fait. Si tu assures et que tu te loupes pas comme tu as pu te louper à Rennes il y a peu, quoi. C'est vrai que cette défaite à Rennes dans la comment dirais-je, dans la gestion de la Ligue 1 tout au long de la saison est quand même un gros trou noir. Mais après, le PSG s'est bien repris depuis. Même ce que tu avais perdu en goal enfin en goal average, en différence de but, pour parler de façon un peu plus juste, tu l'as repris dès le samedi suivant contre Metz. Donc voilà. Ne pas enterrer Lyon non plus. Ah, franchement, je pense que Lyon, ils vont s'enterrer tout seuls, hein. Ah si. On peut. Alors là, s'il y a bien un truc auquel j'ai jamais cru, c'est Lyon dans la course au titre. Je suis désolé, mais Daryl, tu peux expliquer pourquoi? Oui, non mais déjà c'était une anomalie de se retrouver à 6 points de Lyon après la défaite contre Rennes. Mais pour le coup, s'il y avait vraiment pas de crainte à avoir, c'était de sortir de ce top 2 et d'être doublé par Lyon, parce que leur série, qui certes était exceptionnelle de 13 victoires consécutives, bon, elle était quand même un petit peu, elle a été un peu favorisée, on va dire, par le fait d'affronter, d'avoir un calendrier relativement aisé. Et globalement, même sur le terrain, les résultats, enfin les prestations n'étaient pas forcément ultra convaincantes, quoi. Ouais, beaucoup de Donc victoires. c'est une équipe qui était plutôt bien payée et qui a été un petit peu rattrapée par la réalité de ce week-end. Ouais, c'est totalement ça. Enfin, ils gagnent à Nantes 1-0 avec Nantes qui fait 3 poteaux. Ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0 en étant dominés. Donc, bah forcément, au bout d'un moment, ça se complique, quoi. Donc, et au bout d'un moment, l'anomalie statistique te rattrape, j'ai envie de dire. Ah, on me signale que mon son est beaucoup plus fort que le vôtre. Attendez, je change ça. Je vais pousser le vôtre. Je suis désolé pour les problèmes de son en direct. Ah si, en fait, je sais ce qui se passe. Hop. Daryl, tu peux parler en vitesse, s'il te plaît? Ouais, est-ce que comme ça c'est mieux? Oh là Est-ce là. qu'on m'entend mieux? Est-ce que vous avez entendu Daryl? Est-ce qu'il vous a tué les oreilles? Je veux bien que vous me racontiez. Voilà. En gros, j'ai dû toucher les réglages du son pendant que j'étais en vacances. Voilà, on me dit que c'est mieux. Ok, très bien. On va continuer comme ça et vous me direz au fur et à mesure si c'est plus adapté ou pas. Donc je disais, ouais, Lyon, je n'y crois pas beaucoup. On me dit petite réverbération, mais je sais pas à quoi c'est dû. Je suis désolé, je j'ai pas le temps de. Je regarderai après. Au pire, je ferai en post-prod ce que je peux faire, ce que je suis en mesure de faire. Voilà. On me dit pas loin de l'autotune. Ah bah depuis le concert de Booba, vous savez, je suis un autre homme, hein. Le Parc des Princes pas changé. Le grand philosophe de Boulby également, donc je peux plus lutter. Mais pour revenir au terrain, ouais, on se dirige assez clairement vers un duel entre le PSG et Lens, avec Lens qui a perdu son statut de meilleure équipe à domicile ce week-end, qui a perdu tout court, et voilà. On va voir la suite, mais globalement le PSG se retrouve dans une situation quand même un peu plus favorable. Blaise, oui, je t'écoute, pardon. Non, non, j'allais juste dire effectivement pour Lens, déjà le 1er tournant encore, enfin, le 1er tournant était peut-être Monaco, mais il y en a un sacré pour eux vendredi avec le déplacement à Strasbourg. Ouais, aller à Strasbourg, on l'a vu, c'est pas facile du tout. On y a Pour tout le gagné, monde, mais hein. ah, pour tout le monde. Bah non, mais c'est sûr, c'est compliqué pour tout le monde. Et puis même, ils doivent aller à l'OM. Bon, s'il vous plaît. Le- Non, mais le suicide qui s'est passé au cours des 15 derniers jours du côté de l'Olympique de Marseille est extraordinaire. Le président, le directeur sportif, l'entraîneur, ils nous ont fait un show extraordinaire. Il y a qu'eux qui peuvent assurer ce niveau d'entertainment en France, je pense. Voilà. Dans les trucs qu'on a aimé ou pas aimé, Daryl, qu'est-ce que tu as à rajouter? Oui, bah c'est vrai que c'est un petit peu délicat de mettre toute la séquence ensemble, parce que bah, pour le coup, si on s'arrête au match de Rennes et qu'on y inclut allez, les 20 premières minutes contre Monaco, bah il y avait quand même pas grand-chose à aimer sur ces deux périodes. Alors que ah bah, à partir de là, pour le coup, c'est devenu plutôt positif. Mais donc, si je reprends un petit peu chronologiquement, et donc plutôt du côté négatif, le fait de perdre vraiment de cette manière à Rennes, de concéder la plus large défaite de la saison, Hmm. bah, juste après une victoire très convaincante et très rassurante, que ce soit dans le jeu, dans le résultat aussi, avec vraiment beaucoup de buts marqués, mais énormément d'occasions créées, parce qu'on aurait même pu
gagné bien plus largement que 5-0 contre l'OM. Après, même des déclarations laissant entendre que l'équipe était de retour à son meilleur niveau et que la saison était enfin véritablement lancée. Perdre de cette manière à Rennes, c'était quand même très décevant. Et puis, les conséquences avaient été quand même vraiment problématiques, puisqu'autour, donc bon, Lyon s'était imposé, mais ça, c'est pas très grave. C'est surtout Lens. Et à l'approche du sprint final, parce que là, il reste plus qu'un tiers de la saison. Clairement, à ce moment-là, on pouvait penser qu'il y avait un momentum qu'on avait donné à Lens un peu bêtement et que ça allait être une course très compliquée. Bon, alors évidemment, là maintenant, les résultats du dernier week-end démentent un peu ça, avec Lens qui s'incline en ayant mené pourtant 2-0 à domicile. Mais voilà, après le match contre Rennes, il y avait quand même pas mal de petits motifs d'inquiétude, surtout que, voilà, autre point assez déplaisant, euh, la préparation du match contre Monaco qui a été pas mal marquée par de l'extra sportif, quoi. Enfin, en tout cas, voilà, des déclarations hors terrain et une mini polémique dont on se serait bien passé, parce que c'est clairement des choses qui avaient un peu disparu dans ce PSG et Attends, on ne s'en portait pas plus mal. ah non, mais c'est extra. J'étais pas là, on n'a pas pu en parler. Mais c'est extraordinaire ce qu'ils nous ont fait, nos joueurs là, parce que donc après Ah PSG oui, Rennes, oui. après PSG Rennes, Ousmane Dembélé sort la sulfateuse, il dit ouais, faut que certains arrêtent de jouer pour leur gueule, on est là pour jouer à jouer pour le club, tout ça. Alors évidemment, l'agent arrive à la rescousse. Non, mais il visait personne. Il suffit de regarder le match. Quand il y a les loupés de Désiré Doué, vous regardez ce que fait Ousmane Dembélé. Il est en train de shooter dans le vide de rage. Mais bon, il n'était pas visé, il paraît. Réponse de Désiré Doué, donc remplaçant Monaco, il marque. Il nous fait une célébration pas possible, mystique. Hakimi, pareil. Et après les matchs, ils te disent non, mais en fait, c'est vous qui parlez, machin. Non, les gars, en fait, la polémique, vous l'avez construite de A à Z tout seul. Il y en a un qui parle après le match, l'autre qui peut pas s'empêcher de célébrer en passant pour un martyr de je ne sais quoi. Vous l'avez créé toute seule, cette polémique. Il nous manquait que les sorties sur Instagram puis vos gangs et on avait la totale. Enfin, si vous voulez pas qu'il y ait de polémique, de machin chose, d'extérieur, tout ça, bah taisez-vous au moment où il faut se taire. Arrêtez de surfaire des choses, de tout ça. Enfin, en plus, on dit c'est la faute des journalistes. Bah ouais, les mecs posent des questions à Dembélé qui sort la sulfateuse. Vitinha, il dit pareil globalement. Doué, il dit rien. Et puis après, non, mais machin. En fait, vous savez très bien dire l'essentiel, c'est les 3 points. Ou l'important, c'est les 3 points selon les moments. Vous avez qu'à faire pareil à ce moment-là si vous n'êtes pas content qu'il y ait des choses. La vérité, c'est que il y a un moment, l'eau était trop plate, fallait que ça boue là-dedans. Et il y en a un qui est sorti, l'autre qui lui répond, machin chose, mais ça fait très chippy. Hein. Ah, les chippies du PSG m'ont fatigué pendant 10 jours. Mais voilà, et Luis Enrique qui arrive qui dit non mais franchement ça ne sert à rien ce que vous racontez. Après un match, faut pas écouter ce que les gens disent, c'est débile ou presque. Je sais plus la phrase exacte, mais ça voulait vraiment dire vous me fatiguez avec vos conneries. Donc je ne félicite pas nos joueurs, mais en tout cas ils m'ont bien fait rire. Franchement le coup du ouais, il s'est rien passé, ça a été inventé, bah non en fait c'est juste vous qui faites n'importe quoi. Oui Blaise, tu as aimé les Chipito aussi? Ouais, bah c'était surprenant et bien marrant. Et effectivement, tu bien dit avec les plus que la première réaction de Dembélé, c'est les les réponses de ses coéquipiers après le match, comme si, en fait, l'instigateur des bruits ne venait pas du vestiaire. Donc après, je pense que peut-être qu'on dira qu'ils en avaient besoin. En tout cas, je pense que Désiré Doué, lui, il en avait besoin parce que, pour continuer un petit peu chronologiquement, mais pas que, dans ce que j'ai aimé en tous les cas à titre personnel, c'est, lui, sa reprise en main d'une saison qui, sans être, totalement mauvaise parce que c'est un joueur pétri de qualité, mais qui virait au très banal, voire à l'assez moyen sur les dernières prestations. Donc, je vais pas dire que ce coup de gueule, il a été nécessaire parce que, dès mercredi, ça peut tomber à l'eau. Mais je suis persuadé que en tous les cas, pour Désiré Doué, il y avait, peut-être une sensation de confort.
une sensation où il sait qu'il est très apprécié du staff technique. Et dans une partie de saison où il s'est encore plus révélé l'année dernière, bah, cette mise en pression par les leaders du vestiaire publiquement, bah, je pense a dû lui faire du bien parce que pour parler de ce qu'il a pu produire à son entrée en jeu contre Monaco surtout, bah, je pense jamais l'avoir dit ici, mais pour moi c'est une masterclass. Oui. Masterclass parce que bah, il répond sur son premier ballon, sur une frappe aussi belle que difficile à mettre. Et puis après, ce qu'on voit dans la fluidité qu'il apporte à l'équipe, sa disponibilité, sa capacité à créer des actions, toujours, bah, c'est lui aussi qui est à l'origine de l'égalisation, puisque il arrive à se mettre dans cette position de frappe qu'il maîtrise très bien, et ensuite Hakimi peut reprendre. Et même au niveau de son attitude, bah, on a vu un joueur qui est peut-être moins fantasque, qui a peut-être moins d'édits sur TikTok, mais quand il est efficace, et même s'il est très dribbleur, il est un peu moins dans toutes les situations. Bah, Désiré Doué, moi je l'ai déjà dit ici. Par contre, ça pour le coup, je pense que ça peut très rapidement devenir le meilleur joueur français en activité. Ah oui, mais on est passé par tous les états de Désiré Doué. Mauvais début d'année 2026, passage sur le banc, parce qu'il a quand même fait 3 matchs sur le banc. Après, ça va mieux contre l'OM, ça rechute ensuite à Rennes où il fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est son année est très sinusoïdale pour l'instant. On va voir la suite, mais c'est vrai qu'à Monaco, il te sort d'un bourbier. Je sais pas si c'est un bourbier, parce que j'ai reparlé du match à Monaco. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui nous troublent la lecture quand même. Il a su répondre de la bonne façon. Maintenant, on attend qu'il enchaîne, qu'il confirme. On verra si. Bon, je pense qu'il sera titulaire mercredi soir parce que il manque Ousmane notamment. Mais en tout cas, ouais, cette quinzaine a été marquée par les hauts et les bas de Désiré Doué, j'ai envie de dire. C'est aussi à ça qu'on voit que c'est devenu un acteur central du Paris Saint-Germain malgré tout. Euh, sinusoïdal, tu nous as pris pour des supporters intello d'Arsenal. Ça va, c'est pas très dur sinusoïdal, il y a des hauts et des bas, c'est pas compliqué. C'est bon, je suis pas en train de vous sortir des formules logarithmiques ou des trucs comme ça non plus, hein. Je peux vous dire que Daryl, tous les jours, il fait beaucoup plus que du sinusoïdal, hein, donc voilà. Que devient Lucas Chevalier? Bah écoutez, dis-moi, non, c'était samedi la manif à Lyon, là, je sais pas, il devait y être. Après, bon, on sait pas la suite, je sais pas moi. Non, je sais pas Mais ce qu'il pour, devient. mais pour Non, mais parler lui, terrain, son cas est réglé. Alors, Vas-y, Blaise, vas-y. avant même ça, Daryl, parce que moi, il y a eu là aussi, il y a eu des bruits, en tout cas dans les journaux, avec des témoignages anonymes très particuliers pour quelqu'un qui se dit son ami, mais ça, c'est un autre débat. Je trouve que dans le langage corporel qu'il a, en fait, j'ai l'impression un mec est très énervé. En tout cas, il le montre comme ça, même quand il sort à l'échauffement avec les autres gardiens, mais surtout, il est absent. Il est totalement en retrait. On le voit même quand il faut aller faire les célébrations assez discret avec bah, un cache-cou qui lui masque la bouche, peut-être pour dire des choses comme certains joueurs de Benfica. Mais oh, non, t'es encore non, pire je que blague. moi. Non, évidemment, tout ça, non, c'est des accusations graves. Donc non, on blague évidemment sur Lucas Chevalier. Mais non, mais je le trouve vraiment absent, et le fait qu'il y ait des bruits comme quoi il aurait enfin, Luis Enrique aurait décelé des failles mentales. Je pense que il y a peut-être ouais, un joueur qui a peut-être abandonné au moment où le staff voulait justement faire ressortir un esprit compétitif chez lui. Ouais, c'est vrai que je pensais honnêtement qu'il jouerait contre Metz pour lui laisser du rythme, tout ça. Enfin, pour le remettre un peu dans le rythme. Lucho a dit bah non en fait. Donc est-ce qu'il jouera entre les deux éventuels huitièmes qu'on pourrait jouer dans quelques semaines? À voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui il est passé tellement au second rang que c'est incroyable quoi. On nous dit j'aimerais te dire qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Bah oui oui oui. Au bout d'un moment les matchs pas assez bons, c'est lui qui les a fait, hein. Si t'es en barrage de Ligue des Champions, bon, Oui, il a un peu sa part de responsabilité là-dedans. voilà. Alors peut-être que c'était l'opportunité pour lui de jouer 2 matchs avec des champions de plus, mais ça c'est pas tout à fait fini comme ça.
Le calcul a été mauvais alors. Ah là, le compte n'est pas bon, hein, je vous signale. Voilà, on me dit ça bouge à Aston Villa ce truc. Bah, je pense pas qu'Aston Villa soit décidé à se séparer d'Emi Martinez pour Lucas Chevalier à cet instant. Mais on verra bien en tout cas. C'est en fin de saison. Non, dans les trucs que j'ai bien aimé, je trouve que on en a un peu parlé évidemment via le cas de Désiré Doué, mais la réaction de l'équipe à Monaco quand elle est menée 2-0, qu'elle gagne finalement 3-2 en ayant même comblé l'écart avant même la mi-temps. Bon, alors, il y a ce but ridicule pris au bout de 55 secondes, c'est ça à peine, avec cette diagonale. Enfin, toute l'action est ridicule côté PSG. Hein. Je sais pas s'ils ont fait un débrief vidéo le lendemain tous ensemble, mais ça a dû être un grand moment. Mais même avant le 2-0, le 2-0 arrive un peu de nulle part quand même, je trouve. Et le PSG avait bien entamé son match. Euh, alors évidemment, le début est catastrophique dans le sens où il y a 2-0, il y a le péno de Vitinha raté, la blessure de Doué qui est mal gérée, de Dembélé qui est mal gérée, tout ça. Mais je me souviens du match de Ligue 1 où on avait eu beaucoup de mal à créer des occasions, tout ça, tout ça. Je trouve qu'on a su en créer pas mal, franchement. Euh, C'était pas trop. J'attendais un peu de voir ce match et effectivement, défensivement, on a souffert, mais offensivement, on a beaucoup plus produit que ce à quoi je m'attendais. Le péno de Vitinha nous a fait très mal, mais je pense qu'on pouvait faire bien pire comme entame de match, hein, parce que autant défensivement, on n'y est pas du tout en début de match, autant offensivement, on était là dès le début. Hein. Il y a que Philippe Thune, dès le début du match, il doit faire des arrêts. Donc, tout n'est pas jeté dans le match à Monaco d'un point de vue offensif. Et même, je vais beaucoup vous choquer, mais la première Même Rennes, mi-temps, hein. ouais, même Rennes, on crée pas mal d'occasions, pas beaucoup, mais beaucoup. Mais justement, parce que c'est là où je veux en venir, c'est que je trouve que la première mi-temps à Monaco, malgré les 2 buts encaissés, offensivement, elle est bien meilleure que la seconde mi-temps. Et en revanche, il y a un truc qui est un peu lié à ça, qui est pas très positif, c'est que sur attaque placée, ça fait quand même pas mal de matchs où on est vraiment pas très bon. À Rennes, ça s'est un peu senti. À part quand Dro rentre en fin de match où il arrive un peu à faire des passes intéressantes, ou Barcola qui amène de la vitesse et de la course et tout ça. Mais je trouve que sur les attaques placées, je pensais pas dire ça dans le PSG de Luis Enrique, champion d'Europe et tout ça. Quand on est sur une attaque placée face à un bloc bas adverse, on a vraiment du mal quand Barcola n'est pas là et quand Hakimi n'a pas ses jambes de feu à créer du mouvement et à faire des différences. Il y avait plus d'espace à 11 contre 10, à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10, ça je suis d'accord. Mais même ce week-end en attaque placée, on crée pas grand-chose contre Metz. Je trouve que ça fait pas mal de semaines qu'on est un peu stagnant dans ce secteur de jeu. Donc, à suivre. Mais autant j'ai bien aimé malgré tout pas mal de choses à Monaco. Autant les attaques placées depuis quelques semaines, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve on est vraiment faiblard. Oui, Blaise? Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, avant même de revenir sur les occasions créées et tu le disais avec, en pointant cet aspect-là du jeu. Je trouve que c'est le secteur où on est le plus dépendant parce que c'est paradoxal avec aussi ce que j'ai pu dire tout à l'heure avec, la forme des joueurs, mais c'est là où on est le plus, pénalisé par rapport à la saison des joueurs. On a des joueurs qui, pour certains, peuvent manquer de confiance. On a parlé de Doué, mais d'autres, face au but notamment, peuvent être ciblés et également des différents allers-retours au gré des petites blessures ou des grosses blessures. Donc, je trouve qu'effectivement sur attaque placée, on manque, de capacité à désarticuler et à prendre l'avantage sur une équipe qui est déjà positionnée. Par contre, là où l'aspect il est plutôt très positif, c'est que malgré tout les occasions vont et viennent, même si la deuxième mi-temps, je trouve, contre Metz, avant les 15-20 dernières minutes où il y a eu un florilège d'occasions, je trouve que quand tu réussis à attirer le bloc et on a de plus en plus d'équipes qui essayent de jouer le 1 pour 1 avec le PSG, bah là, pour le coup, on l'avait vu contre Marseille avec des ajustements pour relancer avec l'incorporation d'un troisième homme, un peu plus en retrait plutôt que de jouer le 1-2. On a vu là, depuis Safonov, des joueurs qui tentaient de trouver le 9 dans une position de pivot, comme un pivot gang, comme on l'a souvent recherché au PSG. Et je trouve que, en fait, pour contrecarrer les difficultés
à garder le ballon haut et à créer du danger, bah, l'équipe, je trouve, en ce moment, elle a vraiment cette tendance à accepter de reculer, accepter de prendre le risque de faire la passe et c'est plutôt un gros point fort parce que quand tu mets de la vitesse, bah, cette équipe-là, elle est redoutable. Bah oui, Marseille peut en parler, Metz peut en parler. Après, faut un moment qu'on évoque la défense de Metz sur le premier but du Paris Saint-Germain ce week-end. C'est, Ah, c'est exceptionnel, putain. Ils étaient aussi près que nous à Monaco, hein. Ah mais non mais eux, ce qui est génial en plus, c'est que je suis à deux doigts d'en pleurer sérieusement. Ils essayent de presser haut en mode allez 1-1, on y va les gars, on est Metz, on est dernier du championnat, on n'a rien à perdre. Et t'as un mec qui est 20 mètres derrière qui gère un hors-jeu qui existe que dans sa tête, puisque le mec part de notre camp. Et j'imagine les types en train de se regarder. Et pourquoi t'as pas suivi toi? Et qui devait à l'explication genre bah je sais pas, je jouais leur jeu, mais il y a pas de hors-jeu dans leur camp, mec. Qu'est-ce que t'as fait en fait quoi? C'était incroyable l'image où t'as le type 25 mètres, ouais, 20 mètres, c'est qui? C'est Kwao, non? Je sais plus lequel c'est, qui est 20 mètres derrière les autres, le hors-jeu qui sert à rien, et les types qui regardent passer le ballon au-dessus de leur tête. Mais je remercie le FCMS pour cette image d'animation défensive la plus folle de l'année, je crois. Moi, je suis un mec dont toute la semaine, quand ils ont préparé leur match, on lui a parlé de la profondeur et qui a eu peur de Barcola. Et en fait, lui, il voulait prendre les mètres d'avance, sauf que comme tu le dis, ça servait absolument à rien. Ah non, mais c'était vraiment cette image, il faut que je vous la retrouve là du FC Metz. J'arrive pas à la retrouver, bon tant pis. Mais voilà, l'alignement légendaire du FC Metz. Mais comment, enfin, qui a eu cette idée de se mettre de la sorte? Parce que c'est juste du pur génie. Attendez, je vous la partage parce que vraiment c'est trop beau. Une seconde, s'il vous plaît. Pour moi, c'est l'action défensive de l'année. Regardez-moi ces génies du FC Metz avec le type tout seul dans le rond central là. Coucou les gars, ouais. je viens de flinguer une semaine de travail là. Vous vous souvenez, on a révisé tous ensemble. Et là, mais c'est exceptionnel. Vraiment, le type, j'imagine quand ils vont faire le débrief vidéo de cette action, non, j'apprécie. La Ligue des Talents à son meilleur quand même. On dit mêmes alignements sur Football Manager, oui. Mais bon, en tout cas, toujours pour répondre à cette question, effectivement, tu vois, Blaise, ça correspondrait un peu à ce que tu racontais, à savoir les équipes qui tentent de venir nous presser très haut parce que certaines ont eu de la réussite et le PSG s'adapte pas trop bien, voire même très bien en ce moment à ça, envoie des temps de jeu et est redoutable. D'ailleurs, Monaco a réussi une fois ou deux à nous presser, une fois ou deux on est passé, bah tout de suite avec des joueurs qui vont aussi vite devant et sont aussi justes techniquement, tu te retrouves avec des grosses occasions ou des buts même tout simplement. Il y a la même à Rennes quand Dembélé donne à Doué qui va défier Samba. Euh... Ah, c'est ça, c'est une action vite et bien jouée. Et le PSG a ça en ce moment dans son arsenal. Autant sur les attaques placées, comme je disais, je trouve que c'est pénible, ça manque de vitesse, ça manque beaucoup de jeu sans ballon. Euh, Autant sur le reste, il y a quand même de très bonnes choses. Oui, Daryl, excuse-moi, je sais pas si tu voulais intervenir ou pas. Non, 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 non. Ok. Dans les autres trucs qui t'ont plu, pas trop plu sur les dernières semaines, sur les derniers matchs, il y a un truc en Ouais, particulier. Vas-y. ouais, sur le dernier match en particulier, qui était un match dans lequel on s'attendait quand même à avoir pas mal de rotation entre les deux rencontres de Ligue des Champions. Je trouve que de manière plutôt globale, les remplaçants se sont montrés plutôt au niveau. Alors évidemment, la qualité de l'adversaire et le scénario du match avec un but qui nous a mis dans une situation de confort dès la 3e minute ont pas mal joué là-dedans. Mais globalement, ça a été une rencontre bah, un peu plus conforme à ce à quoi on est en droit de s'attendre face à une équipe de fond de classement. Ce qui n'a pas Ouais. toujours été le cas cette saison, parce que même face aux relégables ou enfin, face aux équipes luttant pour le maintien, on a quand même souvent eu des victoires un peu étriquées, quand c'était des victoires d'ailleurs. Et là, voilà, le mettre un 3-0 net et sans bavure, sans trembler le moins du monde, en ne concédant rien. Mm. On ne concédant vraiment rien. J'ai même pas les XG en tête, mais globalement, Safonov ne fait pas d'arrêt. Il n'y a aucun moment de véritable danger.
Ça, voilà, c'est le genre de match qu'on n'a pas beaucoup eu cette saison. Et c'est un peu un retour à la normale, j'ai envie de dire, sur ce genre de rencontre où normalement, c'est 3 points qui font pas un pli, quoi. Et surtout, Donc c'est pas mal de revenir à ça. Oui, ouais, le fait de marquer 2 buts avant la pause. Ça te permet de oui, gérer aussi, oui. ça te permet de faire des changements à la mi-temps que tu n'aurais pas forcément pu Ouais, faire. de gérer les temps de jeu. Ouais, Je pense au fait à la sortie de Doué qui avait l'air de se plaindre enfin, qui se plaignait même assez clairement de la cuisse droite. Si tu mènes pas 2-0 à la mi-temps, je sais pas s'il demande à sortir, par exemple. Voilà. Pas mal. On nous dit Metz pourrait réussir à battre le record de buts encaissés en Ligue 1 même avec seulement 18 équipes. Le Bordeaux de Gérard Lopez qui descend, ils avaient pris un nombre de pions. ah ouais. Je crois qu'ils sont montés à 88 buts encaissés en 38 matchs ou un truc du genre. Ils sont intouchables, hein. Dans l'ère moderne, ils Ils sont sont difficiles à aller intouchables. chercher, hein. Gérard Lopez, tu vas pas le chercher comme ça, hein. T'es sur l'élite du football circus, hein, quand même. Donc, voilà. Non, il faut qu'on parle d'un truc qui s'est encore passé à Monaco, qui s'était déjà passé contre Newcastle. Et à un moment, tireur les pénaltys, quoi. Ah oui. Bon. Comment fait-on, messieurs, le live, comment va-t-on faire pour faire tirer des pénaltys aux gens, quoi? J'avoue que je sais plus quoi en penser. J'ai aucune honte à dire. Je sais plus si on doit remettre Vitinha, si on doit redire à Ousmane d'y aller, si on doit faire tirer un autre mec. Pourquoi on laisse pas Mendes essayer? Le problème de Nuno Mendes, c'est qu'il a globalement 2 types de frappes dans son arsenal. Il tire à peu près tout le temps aux mêmes endroits. Bon, pourquoi pas, hein. Contre, il tire à des endroits où on va pas la chercher, normalement. Donc bon. Oui, oui, c'est vrai. Mais il prend des risques dans sa façon de frapper quand même. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, oui. Donc il y aura forcément un raté à un moment ou un autre. Oui, voilà. Bon, après, en ce moment, on les rate tous. Donc, autant qu'on laisse tirer Nuno, hein. Non, mais c'est vrai. Techniquement, on les foire tous. Je sais pas si on est compte. En Ligue des Champions, on en a mis un sur les 5 qu'on a eu dernièrement, quoi. C'est nul, 1 sur 5. Alors, le pire de tous, ça restera Barcola contre l'Atalanta, l'espèce de frappe dégueulasse. Ah non, 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 on va pas les donner à Bradley. On a vu une fois, ça nous a suffi, hein, c'est bon. Vous vous rappelez pas l'espèce de passe au gardien toute pourrie, là? Non, non. Dembouz a pas que brillé. On me dit Doué ou Mendes en candidat sérieux. Bah ouais. Est-ce qu'il faut changer pour vous entre Vitinha ou Dembélé déjà? Première question, les amis. Blaise, Daryl, je vous écoute. Non, pour moi, non. Pour moi, Ouais, pour moi non plus. faut laisser les 2 leaders. Ils ont raté chacun. Bah, ça laisse, on va dire, le match, ouvert. Mais je pense que en fait, un tireur, que ce soit Nuno Mendes, Désiré Doué ou un autre, bah, plus il va tirer, parce qu'on est une équipe susceptible de s'en procurer, plus il a de chances de rater et donc au premier raté, au deuxième raté, on sera toujours dans la même recherche. La confiance, je pense que les joueurs, ils l'ont, les 2 joueurs l'ont. À voir, peut-être pour Vitinha parce que c'est le dernier qui a raté et en plus, Dembélé étant absent ou en tout cas incertain. Je pense que si demain il devait y en a, mercredi pardon, s'il devait y en avoir un, ce serait lui qui le tirerait. Mais non, pour moi, faut pas changer. Ça fait partie des choses et j'ai envie de te dire, Philo, que quand on regarde un petit peu aussi autour, je pense que les gardiens, en fait, ils travaillent mieux. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ratent des pénaltys, cette saison notamment. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il y a un truc qui m'inquiète avec Vitinha. À mon sens, c'était le meilleur tireur de l'effectif. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a l'impression qu'il se cherche sur sa technique de frappe. Maintenant, il tire plus façon Neymar comme il le faisait depuis qu'il a échoué contre Arsenal puis Tottenham, si je me trompe pas. Il y a eu 2 échecs, hein, de la sorte. Oui. Et là, on voit, comme dit Sorev, clairement, il hésite. Ouais, ouais, on sait jamais trop à quoi s'attendre en termes de comment il va tirer, quelle technique de frappe. Je trouve que ça fait quand même pas mal de doutes. Et j'avoue être un peu inquiet pour lui. Après, Ousmane, le problème, c'est que il passe de je tire fort à je tire pas du tout. Je la place pas, je tire à rater, je tire en l'air. Pareil, on a l'impression ils ont plus de continuité, de confiance. Donc est-ce que c'est le moment de changer? Est-ce que c'est pas le moment de changer? Est-ce qu'il faut faire la méthode que j'appelle de Dortmund? C'est-à-dire que pendant des années, enfin, non, c'est pas pendant, je sais pas combien de temps, je me souviens plus combien de temps ça a duré, c'est-à-dire, ils avaient 5 ou 6 tireurs,
Et le mec tirait jusqu'au moment où il échoue et ça passait au suivant. Alors vu qu'ils étaient tous nuls, bah ça a fait le tour assez vite. Il me semble que c'était l'époque Lewandowski, Reus et tout ça que ça se passait comme ça. Et pareil, ils avaient un taux de réussite calamiteux. Avec Futur BVB, ouais, mais pour le coup, c'est un exemple qui est très très lié au PSG, je trouve. Est-ce qu'il faut utiliser cette méthode? Bah, quand Vitinha n'y arrive pas, on passe à Dembouz. Si Dembouz n'y arrive pas, on passe à, je sais pas, Doué. On me dit Gvara. Je sais pas si, je comprends pas pourquoi Gvara on n'a jamais tiré. Bon, voilà. Euh, J'avoue que, est-ce que un penalty, par définition, ça nécessite du calme? Ça nécessite donc de la confiance. Est-ce que le plus simple, c'est pas finalement de continuer à faire tirer les actuels? Voilà. Ramos aussi pourrait marquer. Il tire fort. Je vais aller chercher si Gvara allait tirer à Naples. J'ai un doute. Attendez. Il y a un formidable outil qui s'appelle Je pense Transfer. pas. Hein. Bah, pour moi, quand il y a Osimhen dans l'équipe, c'est pas Gvara qui tire. Quoi. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Mais en sélection, j'ai pas le souvenir de le voir beaucoup tirer. Mais est-ce que la Géorgie se procure beaucoup de pénalty? Je suis pas Ouais, certain. c'est vrai que il me semble que j'ai même vu, enfin, c'était Mikotadze quand j'ai Mikotadze, Ah vu. ouais, ouais. voilà. Ouais. 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 Bah, vous voyez, au total, dans sa carrière, il est à 66% de réussite. Ouais, génial. Hein. Je pense que Gvara, il préfère mettre un coup franc qu'un penalty. Ouais, c'est possible. Non, mais plus sérieusement, avant qu'il signe chez nous, il en avait raté un contre Denis Vasquez, donc ça doit être Empoli, ça, si je me trompe pas, voilà, en octobre 2024. Et puis au total, sur les 12 qu'il a tenté dans le jeu, donc pas en séance de tir au but, hein, dans le jeu, il en a mis que 8 sur 12. D'ailleurs, c'est assez drôle il s'est fait arrêter un penalty par Kevin Trapp en Ligue des Champions en 2023 lors de Francfort-Napoli. Donc, on n'est pas sur un très 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 bon Mais, ratio dans mais, l'ensemble. mais d'ailleurs, sur les tirs au but, il était toujours sorti. Ouais, Il a jamais tiré. Il en a Géo, jamais Genre. tiré un. ouais. Ok. Il y a aucune séance de tir au but où Gvara s'est présenté. Hmm. On me dit 8 sur 12, c'est pas si mal. Non, non, arrêtez, c'est pas terrible. Hein. Les Ah non, bons, c'est pas bon du tout. oh, à notre échelle, c'est pas si mal. À l'échelle nationale, enfin internationale, c'est pas génial. Les très bons tireurs sont autour de 85-90% de réussite. Hein. Voilà, pour vous donner une idée. Bon, nous au PSG cette année en Ligue 1, on est à 54% ou 56%, je sais plus tellement c'est nul. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a 3 équipes encore pires que nous hein, en Ligue 1. Donc Ah oui, bon? ah ouais, il y a encore pire. Hein. Ah oui, oui. Tu Toulouse, sais, non, on en a arrêté deux chevaliers en ayant arrêté plusieurs. il y a pas que, je crois qu'il y a Lorient. Alors, souvent, c'est des équipes qui sont déjà en galère en plus, qui sont encore pires que nous. Donc histoire d'être sûr d'être vraiment relégué à la fin de la saison, il y a ce problème-là. Attendez, je vais vous les retrouver. Je crois que c'était l'équipe il y a une semaine, de 10 jours. Attendez, je vais vous le retrouver. C'était quand ça? Je crois que c'était au surlendemain du match que l'équipe en avait fait un article pour dire voilà, en Ligue 1, on a Lorient et Le Havre, accrochez-vous, ils sont à 25% de réussite dans les pénaltys. 1 sur 4 cette saison. Voilà. Le Havre, ça m'étonne pas, ouais. Je les avais en tête aussi. Et il y en avait une autre d'équipe qui était à égalité avec le PSG qui était calamiteuse. Donc il y en avait 2-3 encore pires que nous. Quoi. Voilà. Bon. En péno, il y a Marseille. Ah non, Marseille, ils ont le petit prince du tireur de penalty. Lui, bon, Bah non. Ah oui. pas ce week-end, mais la plupart du. S'il est en tête du classement des buteurs, on sait comment. Hein, voilà. On dit la future destination de Chevalier Le Havre. Non, je pense que Le Havre, il faudrait vendre tout le club pour payer Lucas Chevalier. Hein. Je suis désolé, Le Havre, pas beaucoup d'argent dans ce club. Les pénaltys, Blaise, Daryl, on en pense quoi? On en conclut quoi? Bah, il Oui, faut bah moi, peut-être s'en procurer, hein. voilà. Et puis, mais je pense qu'il faut laisser les joueurs actuels, les laisser reprendre confiance. À mon avis, la situation n'est pas non plus désespérée. C'est vrai que bon, c'est un peu grotesque comme pourcentage, mais je pense que voilà, la qualité technique des joueurs n'est pas en cause. Donc, voilà, qu'ils continuent et qu'ils reprennent confiance. Quoi. Ouais. On nous dit, je change, perso, Dembélé, j'ai aucune confiance quand je le vois s'avancer. Je peux comprendre. Honnêtement, je peux pas vous dire. Non, mais en fait, le PSG a eu la chance depuis le début de l'RQSI d'avoir des tireurs comme bon, Zlatan. Globalement, tu savais que tu avais quand même pas mal de chances qu'il réussisse.
Cavani, pareil, c'était quand même un très bon tireur. Neymar, excellent tireur, même si sur la fin il avait quand Oui, là, il même. n'y a pas de mec référencé. Voilà. Mbappé, au début, il était calamiteux et c'était quand même devenu un tireur très fiable. Là, bon, l'an dernier, on a un peu vivoté, on en a pas eu beaucoup non plus des pénaltys, donc ça a aidé. Mais c'est vrai que cette année, on en a pas mal et c'est quand même une énorme occasion que tu rates, quoi, un penalty. Le seul qu'on a mis cette saison en Ligue des Champions, c'est celui de Vitinha contre Tottenham, celui du 5-2, je crois, c'était à ce moment-là. Je vais pas dire que c'est un péno qui sert à rien, mais bon, un peu quand même, quoi. Euh, donc c'est un vrai souci. On perd pas de points là-dessus pour l'instant, comme on dit, mais ça joue avec le feu. Ouais, là, on arrive à une période vraiment charnière et décisive. C'est le moment où il faut assurer, Donc quoi. ça, c'est miraculeux, hein. Le fait de ne pas perdre 2 points sur ces pénaux, c'est vraiment miraculeux. Bah, ça Et tape. c'est autant une anomalie en fait, que le fait d'en rater autant. Comme on dit sur live, je suis d'accord, on a perdu le top 8 là-dessus quand même. Parce que contre Newcastle, tu mènes Oui, 2-0 au bout de 10 minutes, c'est pas la même histoire, hein. ouais, ouais. Donc ouais, ça nous a rien coûté, ça nous a quand même coûté 2 matchs de plus et possiblement 8ème avec le retour à domicile au passage, quoi. Donc c'est vrai qu'on gagne les séances de tir au but, c'est vrai que ça reste le plus important. Est-ce que Désiré Doué aura sa chance? Bah faudra voir, hein. Dès mercredi, s'il y a un penalty, qui va tirer? Viti, Doué, tout ça. Pour l'instant, Désiré Doué les a tous mis à ma connaissance. J'ai un doute, hein. Il n'en a Oui, pas. Ouais, tous. J'avais si, un. si, il les a tous mis, ouais. Ok, bah écoute. Quatrième tireur à chaque fois, il les met. Ouais, bah c'est bien. Est-ce qu'on va le faire avancer? Bon, à voir. Mais c'est vrai que je pense que dans les soucis un peu, je vais pas dire faciles à régler, mais qui sont pas footballistiques, dans le sens c'est pas lié au jeu, il y a pas de, c'est pas juste le travail. Je pense que les pénaltys arrivent tout en haut de la liste, hein, quand même. Parce que tu peux les travailler autant que tu veux. Il y a un moment, la pression au moment de tirer, c'est pas la même à l'entraînement face à un gardien que tu connais qu'en match avec le stade face à un gardien que tu connais finalement bah, assez peu, quoi. Ça, Ouais, mais est-ce que vous pensez que notre taux d'échec est lié à de la pression? Parce que pour moi, le fait justement qu'on remporte toutes nos séances de tir au but va clairement contre cette hypothèse, quoi. Parce qu'il n'y a pas de plus gros moment de pression que justement une séance où là, il y a vraiment le trophée en jeu. Et là, généralement, bah, on est plutôt fiable, quoi. Ouais, mais je trouve que ça va avec les qualités et les défauts de cette équipe. C'est-à-dire que on n'a pas de buteur, on n'a pas de joueurs qui sont vraiment Ouais, référencés face au but. Donc, dans le match, moi, je suis moins surpris qu'ils aient des difficultés parce que là, on fait moins appel aux qualités techniques que dans une séance où, en fait, il y a un contexte. Les joueurs, ça fait 7-8 minutes qu'ils ont arrêté de jouer. Ils ont le temps, entre guillemets, de se reconcentrer et de prendre leur respiration. Donc, là où l'aspect technique, il est très marquant dans notre équipe, ça se voit. Mais dans le match, en fait, ça va plutôt généralement vite, même si avec le VAR, parfois, ça met du temps. Mais en tous les cas, il y a des discussions, il y a des bousculades, il y a des joueurs qui viennent te déranger. Donc, je pense que ça, pour moi, ça correspond en fait aux défauts de cette équipe et aux qualités quand la séance de tir au but arrive, parce que ils ont le pied pour faire la différence quand ils sont dans une situation qu'ils maîtrisent. ouais. Juste là, on me dit c'est comme les expected goals. À un moment, les lois de la statistique vont reprendre leur droit. Pas de panique. Pas de panique. Et moi, surtout, en fait, sur l'explication, la différence entre dans le jeu et dans les séances, bah, dans les séances, surtout, c'est les gardiens qui nous ont gagné c'est notre gardien qui nous a gagné les séances beaucoup. On a des échecs, hein. Contre Tottenham, on en rate. Contre, on en a, ouais, ouais, on en a un généralement. voilà, toi, Après, il y a Botafogo, il y en a deux, c'est vrai. Mais voilà, c'est surtout notre gardien qui nous gagne les séances pour l'instant. Nos tireurs sont pas non plus exceptionnels au moment des séances, hein. Si tu tombes sur un gardien très chaud, je pense, je sais pas, un Italien qui joue à Manchesterville par exemple. Bon, j'espère que le Tsar sera en forme ce jour-là, hein, parce que ça pourrait vite mal tourner quand même cette histoire. Donc c'est à surveiller, mais je trouve que ouais, c'est un point à avoir en tête. Et je sais pas effectivement quelle méthode utiliser. Ramos, excellent tireur. Alors, dans les faits, oui, même s'il en avait raté un contre Auxerre en fin de saison dernière, mais la technique de frappe est parfois un peu douteuse, on va dire. Je pense que c'est un joueur, s'il commence à en tirer beaucoup, et s'il joue pas assez pour en tirer beaucoup, heureusement,
s'il y a peut-être moyen de lire dans son comportement, dans sa montagne dans sa montagne. Je vois montagne, j'ai montagne. Dans sa technique de frappe, dans sa technique de course aussi, des indices sur où il est capable de tirer. Parce il a un style un peu digne de sa conduite de balle au moment d'aller frapper un penalty, quoi, je trouve. Sur l'aspect collectif, Blaise Darry, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce débat du penalty, hein. Voilà. Sur le reste, oui, Blaise. Je trouve que sur les coups de pied arrêtés défensifs, en Ouais. tout cas sur les corners, heu, je c'est peut-être pas pour parler de Chevalier encore une fois, mais Safonov lui, rassure beaucoup plus parce que déjà il sent mieux. Je trouve il sent bien les trajectoires des ballons et surtout il arrive à les bloquer, en fait, à empêcher que l'action continue à vivre et c'est un vrai point fort parce que, bon, on va parler un peu plus tard de Monaco et de leur qualité. Bah, je pense que ça reste un aspect du jeu où le PSG montre semaine après semaine ses difficultés sur les centres. On a parlé plutôt en bien du match contre Monaco et j'étais totalement d'accord avec toi parce que je trouve que l'appréciation, elle était grandement faussée par le 2-0. Mais on va dire que le premier but, la désorganisation, montre que sur ces séquences de jeu où en fait le déséquilibre tenté par le PSG peut lui être préjudiciable quand les joueurs sont en retard au repli. Je trouve que Safonov sur phase arrêtée fait assez du bien à cette équipe qui a encore beaucoup de difficultés à gérer ces situations. Ah bah oui, il suffit de voir le but qu'on a pris à Lille. Bon, à Lille, à Rennes, pardon. Esteban Le Paul. Après, le corner est excellemment bien tiré par Zimanski. Ça, faut lui rendre ce qui lui appartient. Il tape pile dans la. On défend un peu en mixte, un peu de zone, un peu d'individuel. Il arrive à mettre le corner, son ballon en sortie de zone et tout. Donc vraiment, c'est bien, mais ouais, le Safonov dans les airs fait. Tu as raison de le souligner, c'est plutôt pas trop mal quand même. Moi, on parle du niveau de Marquinhos. Bah oui, moi je trouve que la défense en général, on n'est pas bon. J'attends de voir la défense centrale le deuxième round face à Balogun, mais je suis pas rassuré par ce que je vois en défense depuis un petit moment. Euh, Concernant Marquinhos, concernant même Pacho qui passe un peu entre les gouttes, mais qui fait pas des très bons matchs. Ouais. La défense centrale, il y a des moments l'an dernier, ça a été peut-être pas un point fort, mais au moins une base. Et je trouve que cette année, la base n'existe même pas vraiment. Oui, Blaise? Ouais, c'est intéressant que tu parles de base parce que moi je trouve et après je vais vite vous laisser la parole parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Je trouve qu'ils font des matchs assez individuels dans le Ouais. sens où ils jouent une partition où ils sont tous les deux très aventureux, ils prennent des gros risques en même temps pour aller chasser et en fait bah chacun peut rattraper les situations parfois qu'il engendre mais j'ai pas l'impression d'une réelle complicité comme, une charnière doit avoir. Alors si, être complice, c'est effectivement quand on a le ballon, échanger les passes et plutôt, ralentir parfois le jeu de l'équipe, bah, c'est pas ce que j'attends en tous les cas d'une charnière, comme celle-ci qui a montré dans des moments assez chauds parfois de la saison dernière, qu'ils étaient capables de sauver des coups en défendant ensemble et en commandant surtout les autres. Ouais, comme tu dis sur le match individuel, je te rejoins. Et moi, il y a un truc enfin, je sais pas si ça me choque ou si ça me gêne, c'est que en début d'année civile, j'avais vraiment l'impression que Pacho portait Marquinhos dans le sens où il corrigeait énormément d'erreurs. Et là, en ce moment, il est un petit peu dans un creux quand même, et on voit qu'il peut pas corriger les erreurs de deux, trois joueurs. Quand Nuno fait n'importe quoi, quand Marquinhos c'est quand même très très juste, on va dire pour être gentil. Et à un moment, tout Pacho qu'il a, il peut pas tout, quand le niveau monte, il peut pas gérer deux, trois joueurs quoi en fait. Et déjà, lui, il a du mal à faire, je trouve, ses matchs en ce moment à 100%. Je l'ai vu faire des erreurs à Rennes qui sont pas habituelles pour lui. À Monaco, pareil, il y a des moments où c'est pas net par rapport à ce qu'il est en mesure de produire.
Et Marquinhos, il y a une question de niveau individuel qui est quand même importante. Il y a du contre, des moments où il est à contre-temps, ouais, et c'est dommage parce que je trouvais qu'il revenait très bien là contre Marseille et Strasbourg, tout ça. Et on fait beaucoup d'erreurs individuelles. Voilà. Euh, Entre Marquinhos, Mendes, Vitinha qui est quand même pas un filtre très, qui filtre pas quand même pas grand chose devant la défense quoi. C'est Mabrita avec son filtre qui a pas été changé depuis 8 mois quoi. Le pauvre, vraiment il y a tout qui passe. Hein. Donc il y a des moments où défensivement, on sait qu'on n'est pas une équipe très forte sans le ballon quand il s'agit de défendre. Mais il y a des moments où il va falloir faire un peu plus dans les courses, soit on fait plus avec le ballon, c'est-à-dire on l'a encore plus, et dans ce cas-là, bah, la défense sera forcément moins sollicitée. Soit il faut se synchroniser mieux, il faut se parler un peu plus, il faut se mettre les idées au clair surtout, parce qu'il y a bah, sur les 2 buts à Monaco par exemple, si vous regardez bien, c'est des buts qu'une équipe prend parce que les joueurs sont pas synchronisés en termes de réflexion. Il y a Marquinhos qui sort pour aller presser, quand les autres vont avoir tendance à reculer. Le deuxième but, c'est pareil. Il y en a qui jouent le hors-jeu, d'autres qui ne le jouent pas. Ça me fait penser au dernier but encaissé à Rennes avec Zabarni qui joue en hors-jeu, qu'il est tout seul à jouer. Bon, on va dire que je suis pas très rassuré sur la lucidité, l'organisation défensive en général. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais même mercredi, hein, la façon dont le PSG va réussir à jouer le hors-jeu face à Balogun, ça peut être compliqué. Balogun, c'est un joueur qui a souvent fait mal au PSG, faut pas l'oublier. Je sais pas si vous vous rappelez le match nul à la 96e de Reims, c'est lui qui va marquer le but sur une action pareille en profondeur. Donc, on va en reparler, mais ouais, les sensations défensives me font pas rêver en ce moment. Je sais pas ce que vous en pensez, Blaise et Daryl, mais je suis un peu Ah bah perplexe. c'est indéniable, hein. C'est Ouais. indéniable. Pour le coup, le hors-jeu, c'était plutôt une de nos forces il y a quelques temps. Mm. On était vraiment pas mal pour défendre de cette manière, mais là, bah, comme vous l'avez évoqué, il semblerait qu'il y a un petit problème de synchronisation. Alors aussi, est-ce que c'est pas peut-être dû au retour bah, d'un Hakimi qui a été absent un certain temps, qui doit retrouver des repères, des réglages, je sais pas. Parce que on voit quand même pas mal aussi de situations où on est pris sur les côtés. Ouais, c'est un peu délicat ce qu'offre la défense en ce moment. Et puis je pense que c'est même un problème un peu plus global parce qu'il y a la vie, ça part aussi des milieux. Alors vous avez parlé de Vitinha, mais contre Monaco et même contre Rennes, il y a eu des phases vraiment où le milieu dans sa globalité ne filtrait pas grand-chose, quoi. Mm. Et peut-être que l'absence aussi d'un Fabien Ruiz, mine de rien, se fait ressentir dans ce domaine-là. Ah bah évidemment, on parle du meilleur milieu d'Europe. Mais bon, si je me lance. Non, je rigole. Blaise, sur l'aspect un peu défensif, tu rejoins Daryl que ça remonte aussi un peu plus haut peut-être? Oui, l'équipe, elle est quand même moins bien protégée, au-delà de la forme de peut-être un peu moins extraordinaire de Vitinha sur les dernières semaines. Je trouve que même avec des profils comme Joao Neves et Vitinha et Warren Zaïre-Emery, les équipes adverses ont plus de facilité à se confronter à la ligne défensive et souvent, en plus, ça implique que soit Joao Neves, soit Warren Zaïre-Emery souvent sont dans une position un peu excentrée et donc ça rend un peu plus inefficace le dispositif parisien. Donc, ouais, je trouve que c'est plus global, même si il était important quand même de parler des performances de Marquinhos et aussi de Pacho, et ça, tu l'as fait. Donc, à voir si cette équipe, en fait, peut-être que pour exister à ce moment-là de la saison avec cette forme-là de ces milieux de terrain, bah, ça doit aussi venir d'un contre-pressing et d'une capacité à empêcher les équipes adverses à jouer face au jeu. Donc, ouais, c'est plus global. Il y a beaucoup de choses où l'équipe fait un peu moins bien les choses, mais pas forcément par une moins bonne volonté, aussi par, bah, t'es un peu plus scouté et surtout, tu peux être un peu plus en retard par rapport à la forme des joueurs.
mais pour la défense, je suis persuadé que, en fait, face à Monaco et aux autres adversaires, en fait, tout se jouera beaucoup aussi dans une capacité à gagner des duels et Monaco va nous en offrir beaucoup sur toutes les zones du terrain. Ouais. Tiens, c'est marrant, sur là, on me dit quand tu es adversaire, tu attaques entre Hakimi et Marquinhos. Bah, la preuve que non, parce que Rennes, ils ont attaqué entre Pacho et Nuno Mendes et ça a encore mieux marché. Donc, y a pas que des zones comme ça. Voilà, hein. La zone attaquée entre Mendes et Beraldo, lapsus, entre Mendes et Pacho, pardon, elle est souvent ciblée depuis des mois parce que comme Nuno est un latéral des fois très offensif, des fois très défensif. Pacho passe son temps à s'adapter, et puis des fois c'est Vitinha aussi qui remplace quand Nuno monte. Donc il y a pas mal de moments où bah, les équipes elles attaquent aussi selon leurs préférences à elles et pas forcément selon les préférences du PSG. Mais oui, il y a les buts ils viennent forcément d'un endroit. Il n'y a pas non plus 10 000 endroits sur la pelouse, donc forcément il y a des zones qui se retrouvent un peu plus souvent sollicitées, quoi. Mais bon. On n'en est pas. J'avoue que j'ai hâte de voir comment on va gérer sur les gros matchs. Bah là, Monaco notamment après-demain et puis la suite, les les réponses, enfin les attaques adverses, les offensives, les animations, comment on va tenir la profondeur notamment. Il y a pas mal, je trouve, de réponses à apporter à ce niveau-là. On évoque aussi un petit peu en passage quelques cas individuels. Moi, il y en a un dont je veux vraiment parler, c'est le dénommé Achraf Hakimi quand même, parce que j'étais, oh là là, je vais pas dire très inquiet parce que ça reste du football, mais je trouvais qu'il enchaînait vraiment les performances inquiétantes depuis son retour de la CAN. Et là, que ce soit Monaco en deuxième mi-temps, Metz en deuxième mi-temps, je revois le vrai Hakimi en fait, tout simplement. Et je trouve que ça fait très plaisir de le voir à ce niveau-là. Et surtout, on a l'impression que le but qu'il a pu marquer lui a fait beaucoup de bien. C'était un joueur qui peut-être il avait perdu confiance en lui en fait tout simplement parce que si je me trompe pas, il n'avait pas marqué à la CAN. Il avait pas marqué globalement depuis le mois de octobre, je pense, ou par là. Donc ça fait 3 mois et demi sans marquer, 4 mois. C'est bien. On a l'impression qu'il a retrouvé effectivement la forme qu'il espérait avoir à la CAN et qu'il n'a jamais eu parce que il a été trop gravement blessé par le tacle horrible de Luis Diaz. Mais ça commence à ressembler, lui, pour le coup, au joueur qu'il est capable d'être et qu'on a eu en fin de saison dernière. Donc, ça ressemble à une montée en puissance. On va espérer qu'elle se confirme parce que on a bien vu cette saison que des choses qu'on pensait acquises finalement ne l'étaient pas parce que il n'y a pas eu de préparation, parce que si, parce que ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir notre latéral droit retrouver tout son impact. Enfin, peut-être pas tout son impact, mais en tout cas sa capacité à faire des vraies différences côté droit. Et on espère, enfin j'espère en tout cas que ça va continuer parce que on en a tout simplement vraiment besoin. Ouais, Blaise. Ouais, et c'est bien, de le voir comme ça parce que quand il est en forme, Hakimi, c'est un joueur, en fait, il peut-être qu'il a une technique quand il a arrêté, on va dire, un peu moins forte que ses autres qualités, mais quand il est en mouvement, sa qualité de contrôle, sa qualité de première touche, quand il est touché, long de ligne ou même dans le cœur du jeu, je trouve que c'est un joueur, vraiment différent et son niveau la saison dernière, l'a démontré. Donc non, c'est vraiment positif et même au-delà de ça, je l'ai retrouvé depuis son avec le match contre Monaco à sa place, c'est-à-dire pas un joueur qui pensait un petit peu aussi à la déception de la CAN, mais vraiment un joueur impliqué. On le revoit discuter avec les arbitres. Donc non, ouais, du très bon Achraf Hakimi pour parler des dernières performances. Et en tous les cas, ouais, content de le revoir assez vite quand même à ce niveau-là, parce que moi, personnellement, je pensais que ça prendrait un peu plus de temps. Ouais, on va attendre une petite confirmation quand même, mais en tout cas c'est positif. Un autre joueur dont je pense, on a enfin un peu de quoi l'évaluer, le petit Dro Fernandez, qu'on a vu. Donc il est rentré en jeu à Rennes. Je crois il est rentré. Non, il est pas rentré à Monaco. Il était titulaire contre Metz. Ça y est, ça y est, c'est officiel. Il a joué plus avec le PSG en Ligue 1 qu'en Liga avec le Barça. Bon, voilà. Donc, on se rappelle que les French Boat nous ont expliqué qu'ils partaient chercher de l'argent. Visiblement, pas tant que ça. Et on nous dit Draw, technique soyeuse, physique à parfaire.
Daryl ou Blaise, un avis sur les premiers pas un peu de Dro Fernandez à comment dirais-je à Paris? Oui, Daryl? Ouais, ouais, bah, des premiers pas, plutôt, en accord avec, ce qu'on attendait, au vu du profil du joueur. C'est-à-dire, bah, clairement de la fiabilité technique, on sent, le jeune formé à la Masia, donc niveau qualité de passe, disons que au niveau des bases techniques, de la capacité à s'intégrer, au PSG, bah, il y avait pas vraiment beaucoup de doutes, je pense. Et effectivement, on voit un joueur, bah, qui alors il y a eu des petites phases, hier, des mésententes avec Barcola notamment. C'est ce moment où il se rentre dedans, de manière un peu bête, avant-hier pardon. Mais sinon, ouais, on voit quand même un joueur qui arrive à se rendre utile, à donner de la continuité à la possession, mais qui est évidemment, encore un peu frêle. Et globalement, face au milieu messin, bah, dès qu'il y a eu, un peu plus d'impact, forcément ça a été un petit peu plus difficile pour lui, sans forcément d'ailleurs qu'il soit ridicule non plus. Mais voilà, c'est un joueur, plutôt prometteur et intéressant, qui va devoir, s'étoffer. Mais en tout cas des premiers pas plutôt pas mal. Ouais. De Blaise sur le jeune Dro Fernandez, tu veux ajouter quelque chose? Bon, moi, j'aime bien. J'aime bien, Ouais, je même, comprends. non, non, franchement, j'aime bien. Et même, bah, avec ses qualités, et ses défauts qui sont les siens actuellement, il est intelligent, il est courageux, il va au duel. Il en perd beaucoup, mais il va au duel quand même. Et puis, la passe notamment, il est capable d'exister, un petit peu dans cette équipe. Donc, non, non, j'aime bien, à voir, mais en tous les cas, je comprends que c'est peut-être un joueur qui, je pense, pourra jouer dans ce PSG, pas forcément, comme un titulaire, mais avec du travail, et pas que physique, parce qu'il y a beaucoup de joueurs. On voit à Lyon un Khalis Meira qui est capable d'exister. En fait, il faut le foot français, c'est particulier. Donc, en jouant des matchs, il va aussi s'habituer. Oui. Mais c'est vrai que oh, là, enfin, je trouve qu'il y a deux parties. Vraiment, il y a la partie développement physique, corporel, où bah, évidemment il se fait cartonner, hein. Tu joues contre Metz, Metz c'est une équipe sérieuse à ce niveau-là. Donc forcément, il était attendu qu'il soit en difficulté, il est en difficulté, il est ouais, même largué, je pense, on peut le dire physiquement, mais c'est attendu. Par contre, ce qui était attendu, mais qui n'est pas forcément obligatoire, c'est est-ce qu'il allait être en mesure d'exprimer au moins ses qualités fortes, à savoir bah, la conduite de balle notamment, le jeu de feinte, la qualité de passe, tout ça. Et la réponse, c'est là que c'est très positif, c'est que oui, il arrive déjà à peser un peu sur les matchs en fait. Et ça, c'était pas forcément évident au moment où il signe. Il a pas l'air dépassé par le rythme. Il est pas dépassé techniquement, ça se voit. Il fait des bons appels, bonne compréhension du jeu avec, sans ballon, tout ça. Voilà. Le fait qu'ils disent qu'ils s'attendaient pas à ce niveau-là, c'est un peu bizarre. Bah, en fait, je pense que c'est plutôt une marque de respect pour la Ligue 1, dans le sens où c'est pas un championnat qui est très connu à l'étranger, la Ligue 1. Il n'y a pas grand monde qui la regarde. Le PSG, il est regardé en Ligue des Champions, surtout. Il est très peu regardé en championnat de France. Je suis pas sûr qu'il voit. Je pense qu'il avait jamais vu jouer Metz de sa vie, hein, on va pas faire semblant. Il voit, ouais, ok, on reçoit le dernier, donc ça va être facile. Puis bah en fait, en Ligue 1, il n'y a pas des matchs faciles, quoi. C'est un championnat où déjà t'as une rugosité, t'as un impact physique qui est pas facile. Et c'est pas le premier à le dire, hein. Tourelle, je me souviens quand il était à Chelsea, il avait dit si vous croyez que gagner la Ligue 1 c'est facile, c'est pas facile, arrêtez de croire ça. Luis Enrique il l'a dit, c'est pas une ligue, comme il dit une ligue, et pas un championnat, il dit une ligue, c'est pas une ligue facile. Pochettino, il l'avait connu, il l'a retrouvé, c'est pas facile la Ligue 1, hein. Léo Messi, il est arrivé en Ligue 1, il a mis 5 buts, hein, je vous signale. 5 buts, Léo Messi. Des fois, c'est ce qu'il mettait en un match la saison d'avant. Donc, voilà. Dro fait 4 sur 10 au duel contre Metz. Bah voilà, c'est pas non plus très étonnant, mais le développement va suivre son cours. Et il nous manquait ce profil de joueur un peu technique, capable de se glisser dans le jeu, un peu à la Mayulu, mais peut-être plus tourné vers le jeu que Mayulu, moins capable d'être décisif dans les derniers mètres. Donc c'est bien. Alors après, effectivement, à l'extérieur, j'imagine pas du tout jouer pour l'instant. Genre, on va jouer au Havre samedi prochain.
Je sais pas si je le mets titulaire au Havre, par exemple. Il y a des joueurs au Havre qui me paraissent un peu trop le couteau entre les dents pour un jeune comme ça. Donc, à suivre. Juste un mot sur un autre joueur qui a joué samedi dont j'attendais beaucoup parce que bah, il est à la fois étincelant et remplaçant. Étincelant, c'est Lee hein, dont je parle évidemment pour ceux qui n'ont pas compris. À chaque entrée en jeu, il est assez virevoltant, assez faux. Et j'avoue qu'il m'a un peu laissé sur ma faim sur ce match comme titulaire. J'espérais, surtout aux abords de la surface, j'ai trouvé très brouillon. Euh, Bon, je sais pas Daryl et Blaise que vous en avez pensé, mais en fait, je trouve que à cet instant, c'est le joueur qui est peut-être le plus proche d'intégrer le 11 de départ parmi les habituels remplaçants. Et si tu fais des prestations comme ça en étant titulaire, bah non, tu rentres pas dans le 11 de départ du PSG. Il peut finir avec au moins une passe décisive. Mais il y a pas que, enfin Warren, il finit avec une en étant sentinelle, hein, donc il n'y a pas non plus que ça quoi. Les renversements de jeu sont exceptionnels, mais au bout d'un moment, les renversements de jeu, le foot, ça se joue dans l'axe. Hein. Je sais pas, Blaise et Daryl, je veux bien votre avis sur le match de Lee et tout ça. Bah, moi, je le partage, hein. Je partage totalement ton avis. Je trouve que dans une, volonté peut-être d'intégrer ce 11, il s'en est éloigné en démarrant un match, justement. Après, on peut dire que son positionnement, a fait que, parce que c'est vrai qu'il est entré en jeu plus sur la ligne d'attaque que là, en milieu relayeur. Mais face à une opposition comme Metz, force est de constater que, bah, ça a été assez moyen. Tu te dis, sur les ballons joués haut, mais même, à part les changements d'aile, j'ai pas trouvé qu'il a eu un apport, assez positif dans le jeu. J'ai en tête notamment un extérieur du pied gauche assez beau, mais pour personne, qui en fait a lancé son match où pour aller vers l'avant, il n'a pas vraiment apporté au jeu de son équipe et je dois dire que, moi, j'ai été assez déçu de ça parce que je trouvais que jusqu'à présent, en remplaçant et en dynamiteur, sur les dernières minutes, bah, comparativement à son temps de jeu, sa saison, elle était très bonne et en tout cas en progression par rapport à la saison dernière donc on aura aussi besoin de remplaçants mais là, à l'instant T, ouais, non, ça a été assez moyen samedi soir. Hmm. On nous dit, je me pose des questions sur son endurance, baisse de rythme avant de se faire remplacer. J'arrive pas à me souvenir qu'il ait déjà fait 90 minutes au PSG. Faut pas oublier qu'il est revenu de blessure à 2 mois d'absence il y a pas si longtemps. Hein. Il avait été salement touché contre Flamengo. Mais en tout cas, il y a une époque au PSG, c'était le relayeur gauche titulaire. Hein, quand on est début 2024, c'est le relayeur gauche titulaire du Paris Saint-Germain, Lee. Donc je pense que l'endurance, il est capable de l'avoir. Hein, mais c'est vrai qu'il a tellement enchaîné de galères, de tout ça, que c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'on me dit il est régulier comme quasiment tous les joueurs cette saison. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que il est pas irrégulier dans ses entrées en jeu, en fait. Il est irrégulier comme titulaire. Quand il entre en jeu, il est souvent très bon. Donc voilà. Un peu perplexe. Euh, Daryl, tu veux rajouter quelque chose ou j'évoque un autre joueur? Bon, Non, Daryl. on peut passer à autre chose. Moi, je suis d'accord avec vous Ok, bon. sur Lee. Ne perdons pas de temps alors. Non, il faut qu'on évoque le cas du dénommé Warren Zaïre Emery. Non mais enfin, Ah oui. ah non mais il fait des trucs. Là, samedi il est sentinelle donc. On m'a expliqué que c'était un joueur qui était mid, qui avait pas de vision du jeu, qui savait pas organiser, que c'est limite qui savait pas faire une passe ce type quoi. Moi, la mi-temps de Sentinelle, la première qu'il a envoyée, les ouvertures, le jeu de corps, la façon d'avaler la pression, de ressortir, les duels gagnés, la passe sur le but, mais la passe encore sur le but, c'est mais il y a eu des moments quand il ouvre vers Hakimi qui se lance là. Vous savez l'action où Hakimi et Lee se ratent un peu la fin, ce qu'il fait au départ, où il est enfermé, il arrive à se retourner, il efface la pression, il ouvre sur un, alors que la fenêtre est sur le point de se refermer. Non, franchement, quand il est comme ça, on me dit quand il joue dans un fauteuil comme ça, il est injouable, mais c'était pas vraiment, c'était pas un fauteuil en plus, c'est ça le pire. Mais il a un niveau de confiance, d'expression, de tout qui est exceptionnel. Vraiment, ce qu'il a fait samedi soir, là, la première mi-temps en sentinelle, je l'avais déjà beaucoup aimé en sentinelle l'année dernière. Il avait joué un peu à Strasbourg notamment, tout ça. Mais là, ce qu'il a fait, on lui dit les cadres sont pas là, ça va être toi le patron, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vrai qu'il manque un peu les buts, les frappes, tout ça. Mais quand même.
Il est mieux sans Vitinha, ça c'est, j'irai peut-être pas jusque là parce que Vitinha va lui apporter d'autres choses, mais non, très 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 impressionnant. Surtout qu'il se repose jamais. Faut quand même le rappeler, le mec ne se repose jamais. Voilà, Ouais. c'est ce que j'allais dire, parce que en plus, moi j'ai été très surpris au moment des changements, quand il y avait un triple changement avec en plus Vitinha et Joao Neves, que Warren reste sur le terrain. Mm. Parce que je m'attendais à justement ce que le temps de jeu soit partagé entre Vitinha et lui, qui sont les deux joueurs de champ qui ont le plus joué chez nous cette saison, et même pas. Et donc ça montre à quel point il est indispensable dans la tête de Luis Enrique en ce moment. C'est un joueur qui est capable d'évoluer à plusieurs postes en étant à chaque fois performant. Donc évidemment, dans cette équipe où la polyvalence est clé, c'est une qualité immense. Et là, nous qui avons en plus un besoin d'avoir une alternative à Vitinha qui évolue énormément. Alors bon, forcément, c'est pas l'idéal puisque c'est l'autre joueur qui joue le plus et même le joueur qui a le plus de minutes chez nous cette saison. Mais en tout cas, dans un rôle évidemment différent de Vitinha, il a quand même réussi à s'illustrer admirablement samedi. Donc Ouais. non, là, il est peut-être le joueur de la saison. Là, en tout cas, celui qui a été le plus régulier et dont les prestations ne sont vraiment jamais descendues en dessous de certains standards. Donc c'est Ah, superbe mais qu'il ait pu reprendre confiance comme ça, qu'il ait profité aussi des blessures, etc. pour voilà, accumuler du temps de jeu et vraiment retrouver ses sensations, quoi. c'est Et marrant. reprendre sa marche en avant. Non, mais c'est un truc qui se fait pas du tout à Paris ou en France. Le joueur de la saison, c'est un truc qui est très populaire, notamment chez les Anglo-Saxons. Je crois que ça se fait aussi Ouais. un peu en Allemagne pas en Allemagne, en Espagne notamment. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu demandes, y a-t-il un joueur parisien qui fait une meilleure saison que Warren et Emery? Franchement, non. Bah, je veux Ah, ça bien va être votre avis. délicat, ouais. Et Blaise ou Daryl, je veux bien votre avis. Le live aussi, est-ce qu'il y a un joueur parisien qui fait individuellement une meilleure saison? Nuno? Euh, Non, mais Nuno, il y a quand même quelques matchs qui sont mauvais. Mais même parfois vraiment mauvais, quoi. D'ailleurs, on l'a pas évoqué dans les performances individuelles, mais les deux derniers matchs, c'est pas, ils sont très loin quand même du meilleur Nuno hmm. qu'on C'est a vrai pu voir par exemple contre Marseille. ouais. Tu vois, on me dit Vitinha t'apporte les trophées de la saison. Euh, Non, Oui mais et en non. fait, Vitinha, c'est le seul qui est dans le débat, quoi. Je Ouais, pense qu'il voilà. est, Et encore en Ligue 1, quand même, ouais. il se foule pas trop. En Ligue 1, on était là, on a pas mal débattu, même dans le chat, du fait qu'il s'économisait peut-être un peu en Ligue 1 pour être plus performant en Ligue des Champions. Donc, si on sent quand même qu'il donne pas le maximum de ses capacités, c'est quand même, enfin, c'est difficile de le mettre au-dessus de Warren. En tout cas, il y a débat, je pense, mais on peut pas le mettre indiscutablement au-dessus, quoi. Hmm. On nous dit Warren le plus régulier, mais sa top perf est peut-être loin des autres top perfs. Ouais, c'est possible effectivement qu'il manque un peu de clinquant dans ses matchs. Non, non, Vitinha, c'est pas du Paredes en Ligue 1, mais bon, il sait qu'il Ah doit non. se gérer. Non, Paredes, c'était vraiment scandaleux en Ligue 1 des fois. Non, mais, oui, non, mais, non, mais il y a quand même toujours du volume de jeu et de course. Hmm. Il y a une zone occupée qui est énorme et des efforts qui sont pas non plus des efforts qu'on peut assimiler à ceux de Paredes. Ah bah c'est sûr. N'abusons pas. Déjà Paredes est fort, bref. On me dit quand Ruiz revient, Warren retourne sur le banc malgré tout. Le début de saison n'était pas très bon. Bah, je suis pas d'accord, hein. Dès le match à Bon. Nantes, par exemple, il a été très mauvais à la Supercoupe et à Marseille, mais sinon le début de saison, il était déjà là, hein. Donc bon, à voir. Mais c'est vrai que c'est un débat intéressant. Qui est le meilleur joueur de la saison côté PSG? J'aurais du mal à dire un autre nom que Warren à cet instant, ce qui est pas forcément une très bonne nouvelle dans un effectif aussi riche offensivement. Mais à voir la suite. À voir la suite. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce que nous a plu, déplu d'un point de vue collectif, individuel, ou on passe à la preview de PSG Monaco? Bon. Oui, Bah, juste Daryl. un bref petit Oui. mot sur du coup quand même les attaquants qui se remettent à marquer. Ah oui, c'est vrai. Euh, Parce que on a quand même beaucoup souffert cette saison de leur manque de buts. Mm. Là, typiquement si on prend le match contre Metz,
toute la ligne d'attaque titulaire a marqué. Donc ça, c'est quand même, je pense, pouvoir dire sans trop prendre de risques, la première fois que ça arrive cette saison. Peut-être pas, mais en tout cas, c'est pas beaucoup arrivé auparavant. Et donc, c'est quand même une bonne chose là que chacun retrouve un petit peu de confiance devant le but, même si évidemment il y a des ratés, il y a toujours un petit manque d'efficacité, notamment avec Ramos, qui a eu beaucoup d'occasions loupées, et Barcola, dont on sent que devant la cage, il y a des situations où il peut prendre sa chance et où il le fait pas. Donc on sent quand même que c'est un peu lié à la confiance. Mais globalement, c'est quand même pas mal de voir les trois attaquants alignés au coup d'envoi, tous mettre leur nom sur la feuille de match, quoi. Ouais. Mais c'est vrai il n'y a pas eu beaucoup de matchs cette saison où les attaquants ont mis 3 buts. Hein. Il y a... Bah oui, à chaque fois, il y a des milieux. On a été pas mal porté par les milieux, par Nuno. Voilà. Donc là, l'attaque commence un petit peu à se réveiller et c'est nécessaire. Ouais. Mais oui, comme tu dis, c'est bien. D'ailleurs, je tiens à vous signaler que Gonzalo Ramos, qui a donc marqué un but ce week-end, a signé un triplé, à ma connaissance, rarissime, que j'ai même pas réussi à retrouver ça dans ma base de données. À savoir, il a mis but, passe D, avant-dernière passe, sur le même match. Et bah, à part Vitinha, ou peut-être Dembélé qui a dû réussir ce genre de truc, c'est ultra rare. Parce que ça veut dire qu'il s'est retrouvé à la construction 2 fois et une fois à la finition. Donc, j'espère vous pouvoir vous en faire un article dans la semaine si l'ami Grishka me répond sur certains trucs. Mais en tout cas, c'est très 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 rare. Mais en tout cas, c'est bien que les attaquants marquent parce qu'effectivement, on en a besoin. Et en titulaire, il a marqué, c'est à souligner, comme on le dit sur le live. On va passer à la deuxième partie. Et un très beau but. Ouais. Non, il met une belle frappe, un crochet. On était sous le charme. Avant de passer à la partie PSG Monaco, je voudrais remercier les subbers parce que vous avez quand même été gentils de donner des subs alors que vous avez été privé de votre petite drogue pendant 2 semaines. Merci à Juan, merci à Oral B2 qui nous rappelle que nous sommes super champions d'Europe, effectivement. Je sais pas pour combien de temps, mais on l'est toujours. Merci à Richard Mammouth, à Edwin Akatosh, à Just One 93 Kaya Gibson, à Okozila, à Mamia Ouhou, à Dawid97, à Migrbert 75. Le fan de Ruiz, on va l'appeler, c'est plus simple. À Tonton Pierre, à Roomix et enfin à Daryl qui était en train de se baie alors qu'on était en train d'organiser encore le podcast. On passe à la deuxième partie, à savoir le 8e de finale retour entre le Paris Saint-Germain et Monaco. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG est allé s'imposer 3-2 en principauté lors du match aller. Des buts de Doué par 2 fois et Hakimi. Ouais, c'est ça, c'était Hakimi. Le Monaco avait marqué un doublé par Falorin Balogun, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Le match retour a lieu mercredi. 16e de finale, mais disons oui, c'est un peu un 16e de finale, mais comme il y a des équipes qui jouent pas, ils appellent ça un barrage. Messieurs, bah tiens, on va commencer par un truc simple, la compo côté PSG. Alors, bon, je pense que le live on peut faire la compo tous ensemble. Dans les buts, Matvei Safonov. En défense, je pense qu'il n'y a pas trop de doute non plus, hors blessure. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Au milieu du terrain, est-ce que vous voyez une éventuelle surprise ou on repart une nouvelle fois sur ce milieu, peut-être pas totalement complémentaire, Neves, Vitinha, Warren? On va Pas de repartir sur surprise. ça, hein. Voilà. Peut-être que Fabian sera de retour pour le match. On ne sait pas encore totalement, mais Oui, mais alors ce sera une entrée en jeu au mieux, quoi. Parce que ça fait un voilà. petit moment qu'il est absent. Ça fait bientôt 34 jours que je suis privé de mon bel espagnol. Et oui, non, c'était le 21 janvier comment dirais-je, à Lisbonne qu'il s'est blessé. Et effectivement, s'il revient, ce sera sûrement pas comme titulaire. Mais donc, en tout cas, probablement Viti, Warren, Joao. Devant, c'est là en fait que se joue globalement la chose. On nous cache son décès. J'avoue que Fabian, vu qu'il n'utilise pas beaucoup Instagram ou autre, on pourrait croire que le mec est mort. Il est en vie, hein, rassurez-vous. Mais bon, on n'a pas vu une photo de lui depuis 1 mois et demi quand même. Hein. Devant Blaise Daril, Gvara, Doué, Barco comme voilà, comme lors du match aller. Est-ce que Lee qui fait son trou, Barcola, Doué à gauche.
Je veux bien votre avis, messieurs Blaise et Daryl. Allez, qui veut commencer? Bah moi, Vas-y, Vas-y, vas-y. vas-y, je, Blaise, vas-y. ouais, bah moi, je vois les trois premiers cités, hein, sans forcément de surprise, avec la constante qu'on voit quand même depuis le début de saison et dès le premier match contre l'Atalanta, c'est-à-dire Kvara à droite, avec Doué qui intégrerait la ligne, euh, la ligne d'attaque, mais dans l'axe. Je vois pas d'autres possibilités avec, bien sûr, les variantes, les permutations entre les joueurs, mais je vois pour ce match-là, en tous les cas, ces trois-là alignés au coup d'envoi et Lee ou Ramos, pour moi, sont loin derrière. Très bien. Donc, vous avez compris. Oui, Daryl? Ouais, non, mais pour moi, c'est pareil. La seule variante éventuelle, c'est changer les côtés de Barcola et Guevara. Voilà. Mais sinon, je pense que Doué sera dans l'axe et que ces trois joueurs-là seront alignés. Et en cours de match, avec Barcola qui a raté au match aller juste avant de sortir, une occasion qui aurait pu être décisive au moment de jouer ce match-là, avec en partant d'une position très axiale et en étant lancé comme un attaquant en profondeur. Hmm, c'est vrai. J'avoue que mon doute, c'est le positionnement de Désiré Doué. Est-ce qu'il va le remettre dans l'axe ou pas? C'est rare que Doué joue dans l'axe. D'ailleurs, ce week-end, vous avez vu, il a joué à droite. Euh, Monaco est en forme. Ouais, Monaco est plutôt en forme, hein. Pocognoni commence un peu à trouver la patte, à avoir la patte sur son groupe. Je suis un peu perplexe. Est-ce que Doué sera dans l'axe ou pas dans l'axe? Alors, c'est vrai qu'il a fait deux excellents matchs contre Monaco, parce qu'il a fait celui-là, mais celui de l'année d'avant aussi, le 15 décembre 2024. On nous avait fait un podcast de débrief, juste Daryl et moi, sous la pression populaire. Et j'avoue que est-ce que Doué va jouer dans l'axe? Je mets un peu de côté Dembélé. J'exclus pas totalement de voir peut-être Lee à droite et Gvara ou Doué à gauche. Et ce serait Gvara dans l'axe ou un truc avec Lee quelque part en fait, pour donner de la tenue au ballon justement, pour éviter de se prendre des contres de Monaco. Donc avoir une équipe très tournée vers la possession pour user Monaco et leur donner le moins de cartouches comme ça. Voilà. Mais je sais pas, je trouve que Doué dans l'axe, en fait, ce qui me surprend, c'est que Luis Enrique l'a même pas remis ce week-end contre Metz, alors que techniquement, il aurait pu, hein, il pouvait ne pas mettre Ramos, mais il voulait donner du temps de jeu à Ramos. Enfin bref, il aurait pu mettre Doué dans l'axe, il l'a pas fait. Et ça, c'est un truc Ouais, mais qui, aussi, c'est difficile. Enfin, tu prépares pas vraiment le match contre Monaco avec le match contre Metz, quoi. il l'a C'est déjà fait, difficile de hein. tirer des enseignements, hein. Oui, Je sais pas. Moi, j'avoue que le fait qu'il n'ait pas je joué sais dans pas si ça lui aurait l'axe, appris plus de choses hmm, que ce qu'il connaît, que ce qu'il sait déjà, quoi. bah, ça lui aura Et, surtout, en fait, c'était pour que le joueur prenne des repères, en fait, hein. C'est juste ouais, ça. Ouais, Daryl, Blaise, pardon, ouais. ouais, non, mais c'est possible. Mais au-delà des trois noms que je vois et pas forcément Lee dans l'équation, il y a aussi ce qui est Monaco, parce on n'en a pas encore parlé. Mais une des nouveautés de Pocognoli, c'est que il joue à trois derrière avec Zakaria. Et en fait, bah, Zakaria, il a ce profil milieu de terrain qui joue dans la ligne de défense où il s'incorpore beaucoup dans la construction des attaques monégasques. Et donc, je pense que la présence de Doué, en fait, peut aussi aider à contrecarrer cet apport et cette tentative d'avoir un joueur de plus du côté monégasque. Donc, à partir du moment où je vois pas d'autres joueurs que les Gvara, Doué et Barcola Ouais. jouer devant, je pense que le positionnement le plus naturel pour aider le PSG à garder le contrôle du ballon et à mettre en difficulté Monaco, c'est d'avoir un joueur aussi créatif et aussi talentueux dans la densité, même parfois, que Désiré Doué. Alors, on me signale à juste titre qu'au match aller, Monaco a joué à 4. Après, faut pas oublier que Monaco, au match aller, n'avait même plus de quoi faire une défense à 5, hein, puisque ils ont perdu Kehrer en plus au dernier moment. Là, techniquement, ils peuvent jouer une défense à 3 s'ils veulent et garder Zakaria au milieu. Donc, est-ce qu'ils le feront? Ça, c'est une autre question. Mais ils ont les moyens, ils ont assez de joueurs pour le faire. À l'aller, c'était pas le cas. Voilà.
On verra. Effectivement, Doué dans l'axe, ça paraît être le plus probable, hein. Si je devais parier sur une compo, je mettrais Barcola, Doué, Kvara, parce que bah, c'est un peu la suite logique. Mais c'est vraiment pas facile. Euh, Côté Monaco, on va donner rapidement. Alors, est-ce qu'ils vont jouer justement 3-4-3 comme ils le font parfois? Est-ce qu'ils vont jouer 4-2-3-1? Ce week-end, ils sont repassés en 3-4-3, si je me trompe pas, hein. J'ai pas vu tout le match Ouais, à c'est l'entier. ça. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. On me dit Kerrer de retour, bonne nouvelle. Ah bah, c'est sûr que quand tu joues en défense centrale avec Woodface et Thilo Kerrer, Ah, moi, je pense que c'est la meilleure nouvelle que ce que tu viens d'annoncer. non mais c'est comment dire? Je pense à ces gens qui jouent au paris sportif. Et tu vois ces deux mecs alignés, tu te dis, je veux pas, j'aimerais pas être dans les DM de Woodface et de Thilo Kerrer, hein. Ils doivent recevoir des trucs, mais infâmes, hein, franchement. Donc, Non, mais en plus, on en a pas parlé parce qu'on n'est pas revenu spécifiquement sur le match contre Monaco, mais mais sa air Woodface, défense quoi. sur le slalom de Kvara, Ah, c'était c'est, génial. non, mais déjà, le penalty sort de nulle part. Mais des moments à Woodface, mais ouah, comment ce mec fait pour être international, quoi. Enfin, c'est incroyable. Mais vraiment, Fritri David Luiz, il est génial, quoi. Il y a des moments et des connexions totales. Il y a des moments, c'est un bon joueur, mais bref. Je pense que Monaco ne pourra pas jouer à 3. Je les vois pas jouer à 3 derrière pour une raison très simple. C'est qu'au match aller, ils ont vu qu'en pressant le PSG, en mettant de la densité au milieu pour justement aller presser haut, et ensuite pouvoir enchaîner rapidement, c'est là qu'ils ont été dangereux. Donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'ils joueront à 5 derrière. Je pense qu'ils joueront avec euh, Keun dans les buts, Caillot, Fess, Kerrer, Vanderson. Tant pis pour Jordan Tézé, hein, qui sera soit remplaçant, soit au milieu de terrain éventuellement. Devant la défense, Zakaria Kamara, Balogun en pointe, comment il s'appelle, Adingra à gauche. Je pense qu'il va passer à Kliouche dans l'axe en 10 à la place de Golovin, et éventuellement à droite, bah, à droite, ça sera peut-être Jordan Tézé, ou alors il mettra Akliouche à droite et il mettra Ansu Fati en soutien de Balogun. Mais pour moi, il va être obligé de jouer à un moment, bah, un peu ce qu'il a réussi à faire au match aller. Le Monaco a été dangereux au match aller quand ils ont pu nous presser et nous obliger à rendre la balle, notamment l'erreur de Nuno Mendes, le deuxième but pareil où ils mettent beaucoup de monde autour du ballon et où ils gagnent ce second ballon. Et pour avoir du monde au milieu et devant, bah, tu peux pas jouer à 5 derrière en fait. Si tu veux avoir du monde, tu es obligé d'enlever des joueurs quelque part, quoi. Donc tu es obligé de comment dirais-je, de renforcer ton milieu de terrain. Et c'est pas que je les ai trouvés dangereux à Monaco au match aller, comme on me demande sur live, mais je trouve qu'ils ont eu des opportunités. Ils ont pas tout, ils ont marqué 2 buts, mais ils ont pas tout bien saisi, ils ont pas toujours bien joué. Mais en tout cas, ils ont été nettement plus dangereux quand ils ont joué dans notre moitié de terrain que quand ils ont joué dans la leur. Au bout d'un moment, leur espèce de défense bloc bas, où ils sont 8 dans la surface, avec le gardien qui est pas non plus ultra sûr, c'est pas très viable. Et puis surtout, faut pas oublier un truc, Monaco a perdu à l'aller. Monaco a besoin de mener pour se qualifier, de gagner pour se qualifier. Ils y croient dur comme fer, puisqu'ils sont allés gagner à Lens 3-2 en étant revenus d'un 0-2. Donc, pour moi, ils vont être obligés de faire un match où ils vont prendre des risques. Et prendre des risques, c'est pas rester derrière. Alors après, c'est sûr que plus tu joues haut, moins tu as de profondeur possible en théorie avec Balogun. Mais je sais pas si vous me rejoignez sur le fait qu'ils joueront plutôt 4-2-3-1 que 3-4-3, Daryl ou Blaise. En tout cas, moi, je les vois plutôt comme ça. Oui, Daryl, Blaise, non, rien du tout. Oui, Daryl. Ouais, non, mais moi, je les ai pas assez vus à 3 derrière pour avoir un vrai avis pertinent sur la question, mais effectivement, je m'attends plutôt quand même à ce qu'ils jouent à 4 derrière, comme à l'aller, quoi. Hmm. On me dit c'est un match pour Bradley. Oui, possible. Oui, Blaise, excuse-moi. Mais c'est pour ça que j'ai évoqué l'éventualité de Zakaria en défense centrale, parce que je les ai trouvés beaucoup plus à l'aise face à une équipe comme Lens qui, et même si elle a un jeu plus direct, prend quand même pas mal de risques derrière, ou malgré cette composition avec trois défenseurs centraux,
bah, ils ont empêché Lens d'être dans le confort et ils les ont vraiment gênés, même en étant menés dans ce match. Donc, je pense que dans le contenu, même quand on compare justement au danger dont tu parlais tout à l'heure pour le match aller, je trouve ils se sont peut-être rassurés au-delà du résultat dans la possibilité de rendre ce match difficile pour nous. Donc moi, sur la dynamique, je les vois quand même jouer avec les trois derrière. D'accord, intéressant. Et au pire, c'est vrai que, étant donné que la variable d'ajustement pour eux, c'est Zakaria, même en cours de match, ils peuvent très facilement passer de l'un à l'autre, hein. C'est vraiment pas un souci pour eux, quoi. Donc, je vois ce que tu veux dire. Pour compléter un peu, quelle clé du match vous voyez un peu pour cette rencontre? Des choses à ne faire, à ne pas faire? Vas-y, hein, bah, Blaise, je te laisse enchaîner. Bah, pas encaisser, pas encaisser le premier but en tout cas. Je pense que ce match-là, tant qu'il y aura 0-0, il sera très, très dangereux pour nous parce que ce que Balogun a pu créer parfois seul, ce que Lamine Camara est capable de faire quand il perd fort, quand tu as Zakaria derrière, qui est capable de porter le ballon et de prendre des risques, en fait, ils vont nous opposer sur plusieurs zones du terrain, ce que n'aime pas forcément faire cette équipe qui, même si, elle prend des buts, je trouve, elle est dans sa globalité, c'est une bonne équipe défensive. Mais Monaco, en fait, ils ont le petit poison qui rend nos matchs très incertains parce que même en ayant beaucoup le ballon, avec un joueur qui casse une ligne par la conduite et puis qui peut donner à un joueur esselé avec un bon ballon et autres, on a souvent été mis en difficulté même face à des équipes assez nulles. Donc, ouais, moi, c'est ça, ça va être cette réponse à ce que Monaco va nous opposer sur les aspects des duels, avec en plus pour eux, bah, c'est plutôt facile, entre guillemets, de savoir ce que le PSG va t'opposer. On va jamais jouer des ballons longs, on va jamais jouer les duels aériens, on va jouer au sol avec le ballon dans les pieds. Et en fait, si l'arbitre laisse jouer, même si j'ai vu qui c'était et je suis plutôt satisfait. J'ai envie de voir ça et c'est ce qui rend pour moi le match incertain et ce qui peut faire que, bah, comme au match aller, on se retrouve mené en ayant, c'était combien? 72% de possession? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. On nous dit du mal à être inquiet, la sensation qu'on va se créer trop d'occasions pour se faire peur. Ouais. Je sais pas honnêtement. J'étais très inquiet avant le barrage aller perso. Moi je sentais gros comme une maison que là-bas on allait repartir avec un match nul ou défaite. Je suis un peu plus rassuré le fait d'avoir gagné l'aller, mais c'est vrai que la façon dont on va gérer la profondeur par Balogun, parce qu'on a bien vu à l'aller que Marquinhos est incapable de le tenir dans la profondeur et Pacho, bah va falloir voir. M'inquiète un peu. Moi ce que j'espère surtout c'est qu'on marque en premier, quoi. Si tu marques en premier, ça te fait 2 buts d'avance. Tu peux faire une bêtise, t'es pas éliminé, t'es toujours en position d'être qualifié, t'es pas trop mal. Si tu concèdes l'ouverture du score, attention. Tu peux te retrouver dans une soirée un peu irrationnelle, machin chose. Football, ça va très vite, hein. Faut pas l'oublier, hein. Donc, voilà. Et si, ouais, non, faut vraiment marquer en premier. Si on peut en plus marquer d'entrée, c'est encore mieux. Mais ne pas se retrouver un peu comme en fin de match contre Newcastle, le cul entre deux chaises, voilà. C'est vrai qu'un quatrième but à l'aller nous aurait pratiquement validé la qualif. Bon bah il n'a pas été inscrit, maintenant faut passer à autre chose, faut se reconcentrer. Contrairement à eux, on a pu bien faire tourner ce week-end. Donc bah, Vitinha a pu souffler, comment il s'appelle, Marquinhos, Pacho, Mendes, tout ça, ça a soufflé. Bon, comment il s'appelle, Barcola est sorti assez tôt, Doué a joué qu'une mi-temps, Kvara a joué 20 minutes, voilà. Bon, d'un point de vue physique, je vais pas dire, bah si on a l'avantage parce qu'ils ont une cohorte de blessés encore une fois, mais en tout cas, ça a toujours été une équipe dangereuse au parc, hein. L'an dernier, de mémoire, à un moment, on mène 2-1 et Biret rate un truc incroyable qui nous aurait remis à 2-2. L'année d'avant, ils avaient mené 1-0. Il me semble qu'ils sont pas loin de mener 2-1 aussi, tout ça. Donc, c'est une équipe qui nous a souvent posé des problèmes. Il faut vraiment pas les prendre à la légère.
Puis après, bah, il faut tout simplement imposer notre jeu. C'est quand même une équipe qui fait des erreurs défensives, l'AS Monaco. Parce qu'ils ont des défenseurs qui sont pas fiables. Donc il faut tenir le ballon. Il faut, euh, il faut les provoquer, ces erreurs. Il faut mettre ces joueurs dans la difficulté en termes de placement. Donc c'est aussi jouer avec intelligence, jouer avec maturité. C'est une équipe qui a du talent, vraiment. Que ce soit Akliouche, Balogun, même Zakaria, que j'aime beaucoup comme milieu défensif et tout. C'est une équipe qui a vraiment du talent, mais ça reste une équipe qui, dans le fond, est limitée par le nombre d'erreurs qu'elle fait, quoi. Si Balogun a pris un rouge, si Golovin a pris un rouge, c'est pas forcément un hasard. C'est une équipe, par exemple, qui a régulièrement des joueurs expulsés. Donc, bon, ils sont pas, ils sont pas 25, 20e, 23e, je sais plus combien ils sont de la phase de poule par hasard. Mais ils y croient, ils ont raison d'y croire, ils ont perdu que d'un but. Ils ont vu ce week-end qu'ils étaient capables d'aller gagner sur le terrain la deuxième meilleure équipe française. Faut être sérieux, ne pas faire n'importe quoi. Si vraiment on peut s'éviter d'être mené au score, faut pas laisser passer l'occasion. Et puis ensuite, le temps jouera en notre faveur tant qu'on mène. Donc voilà un peu mon ressenti sur ce match. Daryl, sur ce point, sur un truc à faire, ne pas faire, on t'écoute. Bah, je pense que vous avez été assez complet, mais globalement, il faudra aborder ce match avec le plus grand sérieux. Je pense que ce qui s'est passé à l'aller aura vacciné tout le monde. Mm. On s'est sorti quand même d'une sacrée épine du pied. Et à mon avis, voilà, il faudra donc éviter les petites erreurs là, ou les grosses erreurs qui nous ont mené à être menés 2-0 et, euh, et maîtriser vraiment en fait, le rythme du match et la possession. Parce que même si c'est vrai que le score de 0-0 est piégeux, faut quand même garder en tête on reste maître de la situation et en plus chez nous. Donc globalement, c'est Monaco qui a un grand travail à effectuer pour espérer se qualifier. Et donc, il faudra quand même toujours garder en tête que si on prend soin du ballon, qu'on se précipite pas et qu'on joue notre jeu en fait avec calme et maîtrise, normalement les choses, il y a de bonnes chances que les choses se passent bien. Ouais, comme tu dis, que les choses se passent bien. J'espère surtout qu'ils vont pas pouvoir. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est que Monaco se retrouve en position de faire le match de traînard qu'ils espèrent. Genre, soit ils mènent, soit il y a match nul pendant longtemps, 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 et en fin de match, bah bam, ils t'en mettent un, ils t'envoient en prolongation. Tu sais, Ouais, ce genre de match, j'ai vraiment pas du tout envie de ça, quoi. J'ai pas envie que ce soit un match un peu sur un fil, un faux rythme, un PSG qui arrive pas ouais, à marquer. ouais. Un peu le match Oui, il PSG faut jouer. Newcastle, quoi, voilà. Ouais, ouais, non, mais il faut vraiment jouer pour gagner. Faut pas. C'est sûr qu'il faut pas se dire bon bah le nul, ça va. Non, parce que c'est sûr que là, si t'as 0-0 et qu'ils t'en mettent un à la 80e, c'est tout le momentum qui change. Et c'est une situation très 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 dangereuse. Mais Exactement. bon, le groupe a quand même une bonne expérience en Ligue des Champions, Ouais. parce qu'ils savent que c'est des matchs où. Et puis il y a une mentalité qui est celle en fait de toujours jouer, peu importe le score, quoi. Ça, c'est vrai que c'est quand même une constante dans cette équipe. Le jeu, en tout cas leur recherche du jeu, est indépendante du score et du momentum, quoi. Donc, Exactement. C'est marrant, une personne sur live dit d'aucuns vous dirait d'arrêter de vendre la peur. Bah, typiquement, non, la fameuse phrase de Mbappé, faut arrêter de vendre la peur, il la prononce après le après Manchester Barça United. PSG. Non, non, après Man U PSG où on Ah, mène, c'est Manu? Ah oui, ah ouais, d'accord. où on gagne 2-0. Et au match retour, le PSG fait tout ce qu'il faut pas faire. À savoir, il prend un but d'entrée, il arrive à égaliser, il reprend un but à la con. Et ensuite, il se retrouve dans une situation où il est mené mais d'un but seulement, donc il est toujours qualifié et il est le cul entre deux chaises pendant 60-65 minutes, jusqu'au drame de fin avec ce penalty sorti nulle part et tout ça quoi. Donc ça c'est typiquement le scénario que je veux absolument pas voir quoi. Bon, on verra demain, après-demain pardon, mais en tout cas on sait ce qu'il faut ne pas faire quoi. Et c'est vrai que c'est en ce sens où ce qui s'est passé l'an dernier à Aston Villa, je pense que c'est encore dans les têtes des joueurs. Quand tu t'arrêtes de jouer en Ligue des Champions, t'es direct puni quoi. Ouais, exactement.
On va espérer qu'il se rappelle de PSG Aston Villa. Parce que Voilà, après, il y a moins de chances que ça arrive parce que Aston Villa, il y a aussi l'effet Villa Park, quoi, qui forcément galvanise l'adversaire. Là, il y a comme on est à domicile, euh, bon, Monaco au moins ne bénéficiera pas de ce coup de pouce. oui, puisque l'effet domicile à Monaco, bon, il n'est pas évident, on va dire, quoi. Mais bon. Blaise, tu veux rajouter quelque chose sur ce PSG Monaco? Non, mais ce que Daryl, juste compléter ce que Daryl disait par rapport au stade où je jouerai le match. Face aux équipes de Ligue 1, il y a bien sûr l'accro contre le PFC en Coupe de France, mais on est irréprochable. Il y a ce match nul contre Strasbourg, mais sinon, c'est que des victoires en Ligue 1. Ouais. Ouais. Alors qu'en Ligue des D'ailleurs, Champions. là, il y a même eu un fameux record ce week-end que j'ignorais, mais cette victoire consécutive, ce qu'on n'avait jamais fait, apparemment, Ouais, à domicile. ce qui me surprend beaucoup Ce qui est d'ailleurs. surprenant. Ouais, Oui, oui, pareil. oui, oui. Bon, on va leur faire confiance. En théorie, ils savent taper une requête, mais bon. Des fois, j'ai un peu des doutes quand même. On nous dit 5 buts encaissés au parc contre des clubs de Ligue 1 cette saison. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et 3 contre Strasbourg seulement. Ah ouais, Donc, sur 3 matchs. Et 5 buts. c'est pas mal. Après, on a joué 11 matchs à domicile, si je ne me trompe pas, donc c'est pas non plus énorme. Ça fait 5 buts en 11 matchs. Bon. Surtout, le problème, c'est qu'en Ligue des Champions, bah, t'as fait 2 victoires, un nul, une défaite à domicile, quoi. Bon, c'est pas, c'est pas génial pour le coup. Donc, à suivre. On a globalement fait le tour sur ce PSG Monaco. Petit podcast de reprise. Bon, ça a quand même duré 1h40. Hein, je vous le dis tout de suite, on n'est pas sur un petit podcast non plus. On fera le débrief de ce PSG Monaco comment ça s'appelle? Jeudi, probablement à partir de 22h normalement. On sera à la veille du tirage au sort, puisqu'il a lieu vendredi à midi, comme d'habitude. Je vous remercie pour votre fidélité. Je m'excuse de ne pas vous avoir fait de podcast pendant 2 semaines, mais je vous avoue que c'était vraiment trop compliqué. On se retrouve donc, on attaque la reprise avec 2 podcasts dans la semaine. Voilà, c'est pas mal non plus, quoi. On me dit, il n'y a que contre Bergame que Paris n'a pas pris de but en Ligue des Champions cette saison. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vous avez raté la dernière dinguerie de Joe sur Bein Sport. Oh, on va bien la trouver. Ça doit tourner sur les internets, ce genre de choses. Bon, c'est pas au pire, on se passe très bien des commentaires de Christophe Joff, c'est pas très grave. Donc, merci au petit Fakir et à One, je crois, qui étaient des subbers, il me semble que je ne les ai pas remerciés. Voilà. Je vous dis donc à très vite. Encore merci pour vos messages, l'attente, la fidélité et tout ça. Et à bientôt. Bisous tout le monde. Bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Ciao tout le monde. Bonne nuit, bisous. Vive l'open source et les connexions internet stables.